Bonsoir à tous, bienvenue sur l'After Produit 2021, l'édition numéro 4. Bienvenue Louis, bienvenue Célia, bienvenue Rémi. Comment allez-vous, tout simplement? La foule est en délire. Je veux une foule qui est en délire par contre. Allez-y, allez, ouais, très. Bonne année. Terrible. Comment allez-vous? Ça va Louis? Pas trop stressé, ça va Célia? Ah, attendez, 2 petites secondes, on me dit que on ne nous entend, on ne vous entend pas. Si. Alors, vous ratez le meilleur, pas de son. Alors, on me dit qu'il n'y a pas de son. Attendez, 2 petites secondes, on est en train de régler tout ça. C'est les joies du direct. Excusez-nous. Alors, hop. Est-ce que vous pouvez parler? Alors, c'est terrible parce qu'on ne nous entend pas encore. On va y arriver. C'est terrible. Sinon, Louis, tu sors la guitare qui est derrière toi et tu. Et je fais genre, je joue, mais magnifique. Ah, c'est bon, du air excusez-moi. guitar. Du air guitar, Bon, voilà, exactement. voilà, là je vois le chat qui est en délire déjà dans. Ça y est Oui, On est c'est bon bon, on nous Ouais. entend bien. Bon, bonne année du coup, pas tout seul cette Bonne fois-ci. année. Bon, Bonne comment année ça à va? tous. Comment est-ce que tu vas Louis? Moi, ça va au top. Ravi d'être en 2021. Franchement, je pense qu'on a jamais autant attendu une année comme celle-ci. Ouais, Donc, elle a pas intérêt à décevoir parce qu'on l'attend au tournant celle-là. Hein. C'est vrai, année importante. Non, donc pour ma part, tout va bien, mon Marcel. Et toi Célia, du coup, grosse année 2020 et tu attends beaucoup de l'année 2021? Voilà, enfin, c'est-à-dire que j'espère que 2021 va pas nous décevoir parce qu'on part de loin quand même. Mais oui, voilà, c'est à peu près mon état d'esprit. Rémi, notre Eh cher Rémi, quand même. Eh la ben, voix off. écoute, tout va bien en ce début d'année. Effectivement, on espère forcément mieux que 2020, mais voilà. Au taquet pour ce premier after de l'année. Bah, c'est parti pour l'after numéro 4. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas l'after, donc l'after produit, c'est une émission 100% produit où on parle forcément de product management, du XUI. Justement, Célia est parmi nous pour parler un peu du X. Un petit peu. Je crois que tu connais de très très loin, je crois, l'UX. Oui, vraiment, j'aime bien, c'est sympa. C'est une petite passion, c'est ça, de côté. C'est ce que j'ai cru Un comprendre. dada. Voilà, juste ça les Ah oui. week-ends, jour férié. Et du coup aussi de technique, comme vous l'avez vu la dernière fois avec la blockchain, qui était un sujet extrêmement technique. Et aujourd'hui, on va parler d'UX, de psychologie, d'éthique. On va parler aussi des biais cognitifs. On va avoir un petit peu aussi des petits jeux comme on va parler d'habitude. vaccin, on va parler élection américaine, on va parler. Non, pardon. C'est parti. De quoi ne parleront-ils pas? De quoi ouais, exactement. Non. Donc, je vais vous présenter quand même les différentes personnes qui m'accompagnent ce soir. Donc, il y a Louis, le meilleur animateur possible et l'inventeur de l'astroproduit quand même. C'est bien, bienvenue Louis. Quelle présentation, à chaque fois tu me présentes, tu me magnifies mon Marcel. Effectivement, ravi de tous vous retrouver pour la 4e fois et on va bien rigoler, je pense à cette émission. Ça va être très riche effectivement comme on vient de dire et encore ravi de te retrouver mon Marcel et d'accueillir du coup Célia et Rémi qu'on accueille aujourd'hui. Peut-être d'abord Rémi, comment tu veux te présenter en 2 mots? Je peux me présenter en 2 mots, je vais faire un peu plus si ça te dérange pas. Rémi, moi je suis effectivement dans les équipes de Weevoo. J'ai rejoint Weevoo il y a un peu plus d'1 an et demi, avec quelques années d'expérience dans le milieu du produit en tant que product owner et product manager. Et ravi de faire partie de cette aventure qu'est Weevoo et aussi de cette aventure qu'est l'after produit que je vis pour la première fois de l'autre côté de la caméra. Avec un grand plaisir et des sujets passionnants pour ce soir. Parce qu'il y a déjà des personnes dans le chat qui ont reconnu ta voix, parce que quand même, Rémi, c'est la voix off de l'after produit, il faut le dire. Je nierai en bloc toutes ces choses-là. Je crois que tu as le rêve de beaucoup de personnes d'avoir une voix de JT. Tu sais, ça doit être assez compliqué. Jean-Pierre Pernaut vient de partir, j'ai peut-être ma chance à jouer. Tu candidates. Et pour finir, nous avons quand même l'honneur et le privilège d'accueillir Célia Odent. Bienvenue Bonjour. Célia. Ah non, tu peux dire Audan, on est en France. Audan, là. Audan. Excuse-moi, Audan. C'est ça. Ah, la one again là. Celia Ah Hodet. my God, just to fly. Yeah. Du coup, bienvenue Célia. Merci de m'avoir invité. Bah, merci à toi d'avoir accepté. Donc, je pense qu'il y a quelques personnes qui te connaissent en tout cas un petit peu de loin. Enfin, je pense. Tu as une actualité quand même qui est assez riche depuis quelques années.
Tu interviens dans pas mal de meet-up, pas mal de conférences, et donc on a quand même énormément de chance de t'avoir aujourd'hui, d'avoir une personne française quand même qui fonctionne extrêmement bien à l'international. Donc ça, c'est aussi quelque chose où on est chanceux quand même, de remarquable. C'est moi déjà qui suis chanceuse. Mais oui, non, ça me fait plaisir d'être là. Je suis toujours ravie déjà de revenir en France et de discuter avec mes compatriotes. Et Célia, est-ce que tu aimes bien les petits jeux pour te présenter? Ah, les jeux, j'aime bien. Je sais pas si tu sais, mais j'aime bien les jeux. Je suis un petit peu spécialisée. J'aime bien. Du coup, jeu, j'aime bien. Bah écoute, on va lancer la rubrique le tac au tac. Célia. Oui. Du coup, le tac au tac. Ici la voix. Oui. Est-ce que tu connais le tac au tac? J'imagine que tu poses une question et je te réponds du tac au tac. Exactement. Je vais te poser un ensemble de questions et c'est simplement soit un choix, soit une réponse qui est très très rapide en fait. On fait du tac au tac, tout simplement. Alors, magnifique. Assassin's Creed ou Fortnite? C'est quoi ces questions? Fortnite, c'est obligé. Fortnite. France ou États-Unis? France. Création d'un produit ou itération sur un produit déjà existant? Création. Quel est le meilleur atelier d'idéation pour toi? Sortir dans la nature. Sortir dans la nature. L'outil UX que tu aimes le plus? Observer les gens utiliser le produit. 2 vérités, un mensonge. Alors, j'ai fait un doctorat en psychologie parce que j'ai raté le concours d'entrée pour être orthophoniste. J'ai enregistré un album rock avec l'ingé son de Queen. Et avec mon groupe de rock, j'ai joué en première partie de Korn à l'Arapao à la fin des années 90. Mais non. Le fait qu'il y en a un de faux rend beaucoup de jalousie, je pense. Beaucoup de jaloux. Rémi. J'ai calmé tout le monde là. Alors, ouais, bah là c'est compliqué. Faut processer les choses maintenant. C'est à nous de faire œuvre de psychologie. Moi, je dis qu'il y en a 2 qui sont connotés musique, donc j'ai tendance à croire qu'il y en aurait un des 2 qui serait vrai dans les 2 derniers. J'aime bien l'idée de la première partie de Korn. Ça me rappelle mon adolescence, donc je vais dire que c'était vrai. Alors, je vais dire que l'enregistrement était le faux. Je donne ma réponse là ou Oui, eh bien non, c'était Korn qui était faux. J'ai bien vu Korn à l'Arapao et j'ai discuté avec le chanteur qui était très gentil. Très pas en forme, des concerts. La vie ne fait pas le moine, c'est bien. Mais j'ai bien enregistré un album rock avec l'ingé son qui notamment a enregistré Bob Marley, Queen et plein de gens. Comment? Combien de vies tu as eu? Plusieurs. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Eh bien, écoute, parce que je faisais de la musique avant et on rencontre des gens quand on fait de la musique. C'était un tout petit milieu. C'était avant mes pauvres amis. C'était même avant YouTube. C'était même avant MySpace. C'était il y a longtemps. Et cet ingé son-là, Andy Lydon, il était en France. Il travaille toujours en France. Et on a enregistré dans un studio de Ian Burgess, donc, qui est décédé depuis, malheureusement, il y a une dizaine d'années, et qui était le mentor de Steve Albini, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui a enregistré notamment, qui était le producteur de In Utero pour Nirvana. Okay. Et donc, il avait un studio d'enregistrement pas loin d'Angers, en France, tout analogique, et c'était hyper marrant. Et donc, on a enregistré avec Andy Lydon, qu'on avait rencontré, je ne sais plus comment, avec mon groupe et voilà, c'était hyper sympa et c'était hyper intéressant de faire ça et de bosser avec des pros dans des conditions pro. C'est assez magique. J'ai une question, est-ce qu'on peut écouter cet album quelque part? Alors j'aimerais bien en fait le mettre sur iTunes, mais à l'époque il était sur MySpace. Faut le retrouver, ça se retrouve. Ouais, alors j'ai mis une chanson, mais il n'y a pas de clip, il n'y a rien. J'avais mis une chanson parce qu'il y a une chanson qui est en français, la plupart sont en anglais, mais il y en a une en français qui dénonce les prêtres pédophiles et je l'avais mise sur YouTube.
Ouais, c'est pas très. Bon, c'est rock, hein, c'est pas des sujets très légers. Et donc, celle-là, on peut l'entendre. C'est fou. C'est un truc de dingue. Ça, c'est un beau de vérité à mensonge. On fera difficilement mieux. J'ai essayé de me creuser quand même. La barre est haute pour la prochaine. Exactement. Oui, parce que du coup, c'est pas du tout intéressant. Ok. Oui, voilà, absolument. Voilà. Alors, d'où je viens j'ai un doctorat en psychologie, psychologie cognitive, psychologie du développement, que j'ai eu à Paris 5, Sorbonne, et depuis une bonne douzaine d'années maintenant, je travaille dans le jeu vidéo. J'ai démarré chez Ubisoft. Et mon job, avant ça, je faisais du jeu éducatif. Donc, comme j'étais spécialisée en développement de l'enfant, j'essayais de faire des jeux éducatifs qui étaient véritablement éducatifs, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de jeux dits éducatifs. D'accord. Et malheureusement, j'ai pas travaillé vraiment sur des jeux qui pourraient être qualifiés d'éducatifs. Enfin bref, passons. Et après, j'ai travaillé dans le jeu vidéo. Et l'idée, c'était d'apporter les connaissances en sciences cognitives pour améliorer les jeux. Alors, à Ubisoft, à l'époque, ils avaient une gamme, ils l'ont toujours, je crois d'ailleurs, Games for Everyone, et c'était à l'époque de la DS où ils avaient pas mal de jeux qui étaient aussi censés faire travailler un peu les méninges ou apporter quelque chose de plus que le simple divertissement. Donc, j'ai commencé à bosser sur ça. Puis après, j'ai commencé à faire des formations sur comment le cerveau apprend et qu'est-ce que ça veut dire dans les jeux vidéo. Donc, je me suis spécialisée dans ça et c'est comme ça que j'ai découvert que, en fait, c'est du user experience que je fais, c'est du UX. Et donc, j'ai démarré donc, à Ubisoft au siège à Paris. Après, je suis allée à Ubisoft à Montréal où je travaillais avec les playtests là-bas. J'ai travaillé avec pas mal de développeurs, donc notamment avec ceux qui bossaient sur Assassin's Creed ou Far Cry et tout ça. Et j'ai travaillé plus spécifiquement sur la licence Rainbow Six. Après, j'ai bougé à San Francisco. J'ai bossé chez LucasArts pendant malheureusement pas suffisamment de temps parce que LucasArts a fermé parce que Disney a acheté Lucas et ils ont fermé LucasArts. Mais j'étais en train de travailler sur des jeux Star Wars, notamment 1313. C'était très triste de partir de Lucas. C'était assez idyllique. Et c'est comme ça que je suis arrivée chez Epic Games en 2013. Et je suis devenue directrice UX chez Epic. Donc, je travaillais au niveau studio. Donc, je travaillais notamment sur Unreal Engine, qui est donc un moteur pour faire des jeux. Et j'ai bossé sur plusieurs jeux. Et surtout Fortnite. Et donc, c'est pour ça que je pense que les gens me connaissent surtout par là. C'est un petit jeu, je ne sais pas si vous connaissez, ça marche un peu cartonné. Et voilà, j'ai quitté Epic fin 2017, juste après avoir sorti mon livre qui s'appelle The Gamer's Brain en anglais, qui a été récemment traduit par Maison en français l'année dernière. Et depuis... voilà. Un petit peu de pub de la part de Rémi. Un petit peu de pub. Et depuis donc, octobre 2017, je travaille en indépendant, donc je suis consultante UX, assez spécialisée jeux vidéo, bien sûr, mais je travaille aussi avec des boîtes en dehors du jeu vidéo, et je fais aussi beaucoup de conférences, et je parle aussi de choses comme les biais cognitifs, l'inclusion, l'éthique, et voilà, tout un tas de choses. Et par rapport à Epic Games, parce que finalement, tu es parti juste un petit peu avant que cela explose. Que ça explose, ouais. Est-ce que tu regrettes pas? Ah non, pas du tout. En fait, ça revient à ta question au début, création ou itération. Moi, je suis beaucoup plus passionnée par créer, par le processus de création. Comme vous l'avez deviné, j'ai fait de la musique avant. Moi, ce processus d'être en groupe et de sortir quelque chose, d'avoir de la créativité, c'est ça qui me passionne. Une fois qu'on a résolu les gros problèmes sur Fortnite, tous les systèmes, que ce soit la construction, le combat, tous les éléments. Alors, j'ai surtout travaillé sur sauver le monde. Mais bon, on a mis en place tous les ingrédients, on va dire, de Fortnite qui sont utilisés aussi dans les autres modes. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Une fois que ça commence à devenir un succès et que, justement, le business s'y intéresse plus et veut
résoudre des questions business, bah, moi, ça m'intéresse moins. Et alors concrètement, au quotidien, c'est quoi être directrice vraiment UX dans un groupe entre guillemets de jeux vidéo? T'as ton équipe de designers, de psychologues aussi comme toi, enfin qui ont un doctorat en psychologie. Ça ressemble à quoi un peu le quotidien? Alors, au début, quand j'ai démarré, ça ressemblait à pas grand-chose. Ouais, c'est ça. J'étais une équipe de 1 et il a fallu faire un peu d'advocacy, donc vraiment expliquer ce que c'était, déjà être là, je viens en paix, et expliquer que voilà, c'est pas parce que j'ai un doctorat en psychologie que je vais foutre le bordel, il y a quand même beaucoup d'incompréhension du UX, oui. De façon générale, mais encore plus dans le jeu vidéo, car c'est assez récent, ces notions de UX. Et donc au début, c'est vraiment plus ça, hein, expliquer voilà, pourquoi c'est utile, de comprendre comment le cerveau fonctionne, de se placer dans la peau de l'utilisateur. Et quand on fait un jeu aussi complexe que Fortnite, avec énormément de systèmes et un jeu qui met des années à se développer, expliquer pourquoi on a besoin de ces processus et comment les mettre en place. Et voilà, on va avoir besoin d'un labo de playtest. J'ai mis en place le labo de playtest. Alors, la construction du labo, c'était marrant aussi. Ça, j'ai bien aimé. Puis commencer à mettre en place les playtests. Et là, c'est là où j'ai commencé à avoir une équipe, parce qu'au départ, je faisais un petit peu tout. Hein. Et effectivement, là, j'ai embauché des gens qui aussi avaient un doctorat en psychologie pour s'occuper des playtests, donc la partie recherche. J'ai embauché pas mal de gens qui étaient étudiants à l'université de Caroline du Nord, qui était juste à côté. Et voilà, donc, et après essayer d'avancer la stratégie UX et d'avancer la maturité UX, donc essayer de faire le lien justement avec les exécutifs, les execs, ouais. Pour que ce soit pas juste le bottom-up, ça marche assez bien en fait, hein, parce que les gens comprennent assez rapidement quand on commence à itérer et qu'on voit ah ouais, ok, j'ai bien compris. En fait, t'es pas là pour designer le jeu à ma place. Je dis, bah non, je suis là pour t'aider à accomplir ce que tu veux faire. Mais c'est le top-down qui est toujours un peu plus long. Hein, et donc voilà. Donc c'était un peu évangéliser tout ça et avancer tranquillement, mais sûrement pour faire toutes ces choses. Et appliquer finalement un peu ce qu'on appelle maintenant des phases de discovery, un peu de recueil de besoins utilisateurs, en mettant le jeu un peu dans les mains du coup des futurs joueurs. Ça passait un peu par ça, par des guerrilla tests, comme on appelle actuellement. Alors, nous on appelle ça des playtests. Okay. Mais alors ça, pour le coup, le playtest, c'était déjà assez en place. Alors, je te dirais plus dans les grosses boîtes. Hein. Microsoft, c'est surtout eux qui ont commencé vraiment à mettre ça en place dans le jeu vidéo. Ubisoft a suivi d'assez près avec EA, Sony, etc. Dans les plus petites boîtes comme Epic, ils faisaient... Alors, avant, Epic était published par Microsoft. Donc, Microsoft s'occupait des playtests. Mais après, Epic a pris son indépendance et est devenu son propre publisher. Et donc, c'est là où ça prenait vraiment sens. Et c'est pour ça que ma mission, c'était de mettre en place tous ces éléments-là directement à Epic. Mais donc, les playtests, c'est pas le truc le plus difficile à intégrer, on va dire. Je dirais que c'est la partie la plus facile, mais c'est vraiment plus la stratégie et comprendre les playtests, il suffit pas d'en faire vers la fin. C'est pas ça qui est important. Donc, c'est plutôt tout le reste, plutôt la stratégie et comprendre comment tout ça fonctionne. Et tu as évoqué le labo UX. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ce dispositif et à quoi vous vous en serviez? Comme des labos de tests utilisateurs. Donc, on fait venir des gens pour jouer à un jeu en développement ou pour tester un outil comme le moteur de jeu, et on observe les gens et on pose des questions. C'est quoi ça? C'est quoi ci? C'était quoi l'objectif ici? Et donc, voilà, on essaie de déterminer quels sont les problèmes les plus importants, d'où ils viennent, et à quel point l'expérience des utilisateurs est différente, est éloignée de ce qu'on essaye de faire, et comment y remédier. Donc, c'est vraiment des tests de base. Hein. C'est juste que, comme c'est un jeu, c'est pas un outil, donc c'est pas juste est-ce qu'ils ont réussi à accomplir leur tâche, c'est ce qu'ils s'amusent en fait. Est-ce que c'est fun? Oui, il y a le côté utilisabilité, donc est-ce qu'ils arrivent à comprendre comment faire, sur quel bouton appuyer, est-ce qu'ils se rappellent des objectifs, etc. Mais il y a aussi tout un côté, est-ce que c'est fun? Est-ce qu'ils ont envie de continuer à jouer? Ou est-ce que c'est chiant, quoi? Un jeu, c'est pas fait pour être chiant, donc il y a quand même cette dimension-là
qui est importante dans n'importe quel produit, c'est ce que... Alors moi, je suis assez de l'école américaine, hein, parce que moi, j'ai appris le UX du coup du point de vue américain, donc c'est ce que Don Norman appelle le emotional design, donc le design émotionnel, qui est important pour tout produit, mais pour un jeu, il n'y a pas ce côté que moi j'appelle engageabilité ou fun, ou peu importe comment on veut l'appeler, mais ça n'a aucun intérêt parce que c'est du divertissement. Donc on va pas voir un film ou écouter de la musique qui nous saoule ou lire un livre qui est chiant, quoi. À moins qu'on soit obligé, mais là c'est autre chose. Comme à l'école. Ça doit être Par fou, contre, tu parles d'engageabilité. Juste... Ouais, parce que là, on a dérivé un petit peu du sujet du coup de présentation de Célia. Oui, bah ça dépasse, ça part. Désolé, non, c'est la faute de Rémi. De toute façon, c'est le petit nouveau. Donc, je prends tout ce soir. C'est le stagiaire. Non, mais Célia, est-ce que tu regardes un peu l'actualité produit qu'il peut y avoir un petit peu de partout toi, est-ce que tu as le temps déjà de regarder un petit peu l'actualité produit? Je regarde les choses qui me concernent directement par rapport à la tech, parce que moi je travaille surtout avec des boîtes de tech, donc je vais regarder les innovations ou les choses, alors aussi par rapport à mes sujets de prédilection comme l'inclusion, donc toutes les choses, tous les algorithmes qui vont renforcer des discriminations ou toutes les questions d'éthique ou d'économie de l'attention, toutes ces choses-là, je vais essayer de me tenir informée, oui. Mais il y a beaucoup de sujets qui m'intéressent. Il y a beaucoup. Donc c'est vrai que des fois, j'ai un peu du mal à suivre sur tous les fronts. Justement, en fait, Rémi, il fait quelque chose à chaque after produit, c'est le rewind produit qui nous permet de regarder un petit peu ce qui se passe durant tout, justement, le mois dernier, généralement le mois en cours. Donc c'est pour ça qu'on va lancer justement le rewind produit. Hello la communauté produit. À peine remis des fêtes, vos bonnes résolutions sont un lointain souvenir? Pour bien démarrer l'année, l'équipe vous a préparé un nouveau rewind avec, comme promis, du produit, rien que du produit, toujours du produit. Au menu ce soir, de l'UX, des initiatives pour un monde plus beau, de la beauty tech, de la réalité augmentée. Bref, on commence l'année en beauté. Alors le rewind 4e, let's go! Saviez-vous qu'un design adapté peut augmenter le taux de conversion de votre produit de plus de 400%? Encore une fois, Google veut changer la donne en modifiant son algorithme de recherche qui prendra désormais en compte l'expérience utilisateur dans sa notation. L'UX va ainsi jouer un rôle toujours plus fondamental dans la croissance et le succès des entreprises. Amis UX designers, le début de votre règne est enfin arrivé. Pour faciliter la co-création, la startup Wikifactory a eu la bonne intuition de créer une plateforme collaborative pour les produits matériels. Elle permet ainsi à plus de 70 000 designers et développeurs de produits de travailler sur les mêmes projets. De la phase d'idéation jusqu'à la production, que ce soit dans la robotique, dans les énergies renouvelables ou l'agrotech, le site se positionne déjà comme le GitHub des produits matériels. Avec une levée de fonds de 4,5 millions de dollars, Wikifactory bouscule la manière de concevoir des produits en surfant sur les concepts de collaboration à grande échelle et d'open source. Encore hanté par la mélodie de la Reine des Neiges, chers parents, Netflix a entendu vos prières. Grâce au Kids Activity Report, plus besoin de regarder un dessin animé pour en connaître le contenu. L'analyse de la data vous permet de connaître les programmes préférés de vos chérubins et quels sont leurs personnages favoris. Alors que les recommandations sont traditionnellement centrées sur les préférences d'un seul utilisateur, Netflix se tourne désormais vers des audiences familiales. Cibler les parents, les enfants et maintenant la famille, rien n'arrêtera Netflix dans sa conquête des utilisateurs de 7 à 77 ans. Parce que les investissements financiers façonnent notre futur, ces deux actualités donnent de l'espoir en un avenir plus durable. La française Marie Eklund a créé 2050, un fonds destiné à financer des projets à impact positif sur le long terme. Le fonds se concentre sur des domaines fondamentaux tels que l'alimentation, la santé et l'éducation. Et ce n'est pas la seule initiative française pour agir en faveur d'un monde meilleur. Time for the Planet entend récolter 1 milliard d'euros pour financer 100 startups qui ont pour projet de décarboner la planète. Pour cela, 14 chercheurs ont été retenus pour valider et suivre les projets. Avec ces bonnes nouvelles, on espère que les prochaines années ne ressembleront en rien à 2020. Soyons honnêtes, en confinement ou en télétravail, bien s'habiller ou se maquiller ne fait plus partie des priorités, sauf peut-être quand une visio se profile. Avec Signature Faces, L'Oréal propose d'essayer rouge à lèvres et fard à paupières en réalité augmentée. Si l'on ne croit pas beaucoup à l'usage de ces maquillages dans un cadre professionnel, un tel dispositif pourrait s'avérer utile à l'heure où les gestes barrières empêchent de tester ces produits en magasin. L'Oréal, parce que je le visio bien. Obtenir des données d'usage peut s'avérer long et fastidieux. Pour cela, Userly propose un outil pour poser la bonne question au bon utilisateur au bon moment sur votre site ou dans votre application. L'outil promet une analyse sémantique et une classification automatisée des verbatims. Les données sont disponibles en temps réel sur un dashboard et une IA analyse en permanence vos données pour vous faire des recommandations. Avec un taux de réponse annoncé de 20 à 30%, une intégration vantée comme très simple et une interconnexion possible avec Google Tag Manager et Slack, Userleap est un outil que tous les PM auraient rêvé avoir pour Noël. Qui aurait rêvé de voir son ami imaginaire exister pour de vrai ? En combinant intelligence artificielle et storytelling, Fable Studio a développé le concept de Virtual Being.
Ces êtres virtuels sont dotés d'une histoire personnelle et peuvent communiquer avec vous par chat, par téléphone et même en visio grâce à leurs avatars. Pour plus de réalisme, ces personnages se souviendront de vous et de vos échanges et seront limités pour ne jamais être perçus comme des IA parfaites et omniscientes. À l'avenir, ces personnages pourraient même devenir vos coachs sportifs, venir jouer avec vous sur le web ou même devenir des influenceurs sur TikTok ou Insta. Entre Kim Kardashian ou Beck, la championne d'aviron virtuel, mon choix est déjà fait. Les films d'anticipation ne cessent d'imaginer les 1001 applications possibles de la réalité augmentée appliquée à la vision humaine. Le problème, personne n'a véritablement envie de porter un dispositif visible pour en bénéficier. La start-up américaine Mojovision pense avoir trouvé la solution en travaillant sur des lentilles de contact quasi invisibles. Dotés d'un écran miniature, ces prototypes sont capables d'afficher du texte, de suivre le mouvement des yeux et de contrôler une interface sans entraver la vision du porteur. Si l'entreprise cherche d'abord des applications du côté des personnes malvoyantes, d'innombrables use cases sont envisageables, des plus utiles et louables aux plus flippants et critiquables. Black Mirror, saison 6, action. Petit rappel de SVT. La plupart des mécanismes du vivant impliquent des protéines. Une protéine est une longue molécule qui doit se replier d'une certaine manière pour être fonctionnelle. Depuis 25 ans, une compétition internationale voit s'affronter des équipes de chercheurs qui doivent prédire avec la plus grande précision la forme repliée d'une protéine. Cette année, grâce à une IA, les équipes d'AlphaFold ont fait une véritable percée en franchissant pour la première fois les 90% de correction. À l'avenir, de telles IA pourraient contribuer à accélérer le développement de nouveaux traitements ou à mieux comprendre certaines maladies. Une petite molécule pour l'homme, un grand bond pour la science. Et on finit par une info people. Pour le plus grand plaisir de Stéphane Bern, la reine Elisabeth adresse chaque année ses vœux à ses sujets le jour de Noël. Pour couronner une année 2020 marquée par le Brexit et la pandémie, il était cette année possible de demander à Alexa d'écouter les vœux de la reine. Ce n'est peut-être pas la meilleure innovation d'Amazon, mais ça nous permet de conclure royalement ce rewind. Merci votre majesté. C'est déjà la fin du premier rewind de l'année. On en profite pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour 2021. Pendant qu'on garde un œil rapproché sur l'actu, respectez les distances de sécurité et les gestes barrières. On se donne rendez-vous le 3 février pour un nouveau Rewind produit. Bonne année à tous and stay tuned. Incroyable, comme quoi. Du coup, Le jeu, ça aide. Alors, Mais qu'est-ce ouais. que vous en avez pensé un petit peu de tout ce qui s'est passé sur là par rapport à ce Rewind produit? Quelle est la news qui vous a le plus plu? Il y a quelques trucs qui font peur quand même, comme dit la voix off, aka Rémi, les lentilles de contact connectées. Un jour, ça va nous revenir dessus, mais en attendant, il y a peut-être de belles utilisations à en faire. Mais moi, en tout cas, je sais que ça m'a marqué un peu dans le rewind. Et toi, Célia, Allez, quelle est la news qui t'a fait soit le plus flipper, soit celle qui t'a le plus plu? En fait, Fable et les lentilles, c'est à la fois fascinant et flippant. L'algo pour les protéines, je me demandais si c'était aussi bien que Foldit, donc le jeu qui a permis quand même de découvrir comment on pouvait plier les protéines pour faire beaucoup d'avancées de recherche. Mais ouais, en fait, globalement, c'est assez intéressant en ce moment ce qui se passe parce qu'on ne sait pas trop les avancées technologiques, si ça va vraiment servir l'humain ou si ça a l'air fun comme ça. Puis en fait, on va s'apercevoir que c'était pas une bonne idée. Je sais pas. Et toi, Rémi, qui a fait cette voix off, quelle est la news avec laquelle tu as pris le plus de plaisir? Moi, j'ai trouvé effectivement le concept de Fable à la fois fascinant dans toutes les potentielles utilisations et en même temps un peu terrifiant parce qu'on se dit que cette IA qui pourrait tout faire et qui pourrait être un peu notre pote de tous les jours et à la fois notre coach et tout ça, ça pourrait être un peu pernicieux et s'immiscer un peu trop dans nos vies. Donc effectivement, moi, je trouve ça vraiment captivant et en même temps, je me dis, mais je suis pas sûr de vouloir vraiment. Rémi a disparu. Tu vois, l'IA, elle n'a pas trop apprécié. Hein. Rémi revient. Rémi est en cours de. C'est peut-être le chauffe-eau. Moi, c'est une mauvaise idée, faut pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Ils vont nous effacer. Si on met ta caméra, Rémi. Je sais pas ce qui s'est passé, désolé. C'est Google qui est. Ça doit être bon. Je pense que c'est les problèmes techniques de la Tout va journée. bien. J'ai été blacklisté un instant. C'est pas grave. En attendant, il y a quand même une idée de génie vraiment dans le rewind. C'est Netflix qui a fait le résumé pour les parents des dessins animés pour enfants. Ça, c'est quand même être. Il y a des gens qui ont des cerveaux supérieurs quand même, je trouve, dans ce monde et ça fait plaisir. C'est ça clair. va sauver du temps à beaucoup de monde. Bon, on va parler un petit peu d'UX, de psychologie, parce que là on a vu ce qui se passe un peu dans le monde, mais tu es venu quand même pour quelque chose, je pense, Célia, pour expliquer un petit peu. Moi, je pense, on m'a invité, on m'avait dit qu'il y avait des mugs et tout ça, et bon, en fait. Le mug arrive, les mugs arrivent, on me le dit dans le chat. D'ailleurs, n'hésitez pas à interagir dans le chat pour poser plein de questions, justement, et on essaiera d'y répondre pendant ce live.
Du coup, UX, psychologie, justement, comment tu es arrivé déjà à la base en venant d'une université, quand même, il faut le dire. Les universités sont assez décriées. À arriver directrice UX chez Epic Games et maintenant en tournée mondiale, on va dire, actuellement. Je suis une fervente défenseuse des universités publiques. Et surtout après être passée par les États-Unis, où les gens me regardaient avec des yeux comme ça quand je leur dis que moi, mon doctorat en psychologie, ça m'a coûté quasiment rien du tout. Les États-Unis, ils ne le croient pas. Et donc, c'est là où je me suis vraiment rendu compte de la chance que j'avais eue d'avoir pu être éduquée de façon aussi pointue, sans avoir à débourser grand-chose. Et en plus, qu'aujourd'hui, et ce que j'ai payé, c'était, je crois que c'était 150 € par an, et que c'était pour mon assurance maladie. Là, je les achève parce que c'était quoi Donc, oui, non, moi, vive l'université. Comment je suis arrivée là? J'ai fait du chômage avant. À l'époque, c'était à la NPE et j'ai fait qu'on appelle ça un bilan de compétences pour essayer de mettre en avant les compétences que j'avais acquises dans le milieu académique et qui pourraient servir aux entreprises. Et c'est comme ça que j'ai réussi à rentrer donc chez VTech à l'époque, qui existe toujours, qui fait des jeux pour enfants et un peu énervant parce que ça parle tout le temps, mais des jeux dits éducatifs et des jeux éducatifs pour enfants. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Après, ce qui m'a surtout aidé, c'est que alors il n'y avait pas de blog, enfin il y avait des blogs déjà à l'époque, mais moi je faisais pas de blog, mais en tout cas je faisais déjà des présentations pas mal au festival du jeu vidéo à l'époque. J'écrivais des articles dans Cerveau et Psycho et dans Sciences Humaines où je parlais pas mal de jeux vidéo parce que je me suis aperçue à cette époque-là quand je travaillais chez VTech, où ils avaient une petite console de jeux pour enfants, qu'il y avait beaucoup de parents qui étaient assez effrayés par les jeux vidéo. Déjà à l'époque, c'était en 2005, et donc j'avais écrit un article. À cette époque-là, je suis pourquoi? Parce que moi, j'ai grandi avec les jeux vidéo. Je n'avais pas trop capté que c'était un problème, en fait, pour certains parents. Et donc, c'est là que je me suis penchée sur la recherche. Je me disais, est-ce qu'il y a des articles vraiment de recherche scientifique sur l'impact des jeux vidéo? Et donc, j'ai regardé. Donc, j'ai fait des articles pour expliquer un petit peu aux parents. Bon, n'ayez pas peur, évidemment, il ne faut pas que les enfants passent leur journée devant les jeux vidéo, mais il y a plein de points positifs dans les jeux. Et c'est comme ça que j'ai écrit des articles. J'ai participé à des festivals. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Ubisoft, qui, à l'époque, cherchait quelqu'un avec ce background. Ça, je vais faire ma Jean-Claude Van Damme. Et voilà. Et puis moi, ça m'intéressait. Moi, j'aime beaucoup de jeux vidéo. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Moi, j'avais du coup plusieurs questions. Après, n'hésitez pas à interagir déjà dans le chat, et aussi Louis et Rémi, parce que comme ça, on pourra avoir un échange assez passionnant. Mais j'avais une question. Est-ce que justement les UX, donc les personnes qui font de l'UX dans les jeux, se rapprochent de plus en plus des joueurs professionnels afin de mieux itérer sur les jeux, les patchs, les DLC? Parce qu'en fait, il arrive que parfois vous pensiez à quelque chose d'une certaine manière qui est complètement détourné dans le milieu professionnel en compétition, parce qu'on sait que le e-sport grossit de plus en plus et prend de plus en plus de place et génère de plus en plus d'argent, comme le sport actuellement. Et est-ce que vous allez les voir pour justement vérifier et valider que la chose à laquelle vous pensiez a bien été utilisée de la bonne manière, en tout cas de la manière dont vous le pensiez, ou pas, au niveau professionnel? Alors, je pourrais pas te dire, parce que la raison pour laquelle je peux pas vraiment te répondre à cette question-là, je suppose que oui, de façon générale, mais concrètement, comment ça se passe? Avant qu'un jeu soit intéressant en e-sport, il faut déjà qu'il soit intéressant tout court. Donc, c'est pas par là qu'on démarre. Okay. Et si le jeu commence à vraiment marcher et que ça devient intéressant en e-sport, c'est quelque chose qui doit être un petit peu organique. Sinon, si tu cherches à trop le mettre en avant en tant qu'e-sport, alors que ça n'a pas vraiment bien fonctionné auprès de la communauté, c'est vraiment voué à l'échec. Moi, je suis partie d'Epic bien avant quand on arrive à ces questions-là. Je suppose que les grosses boîtes où il y a des gros jeux e-sport, que ce soit Riot, Blizzard ou Epic, je suppose que maintenant ils font des tests utilisateurs et qu'ils prennent en compte l'UX
plus particulièrement pour les utilisateurs qui font du e-sport. Mais je pourrais pas te dire pour sûr ce qui se passe, malheureusement. Et moi, j'avais une question. Tout à l'heure, tu as parlé d'engagabilité, qui est Ouais. un mot peut-être un peu barbare, mais C'est un j'imagine mot que compte c'est triple. exactement. C'est finalement tout ce qui va rendre engageant, j'imagine, c'est ça sur ton jeu vidéo, c'est ce qui va faire que la personne puisse revenir un peu. Et en fait, je te pose la question parce que c'est vrai que je pense qu'il y a peut-être des gens, même dans le chat ou qui nous regardent, qui sont des POPM ou même des UX qui travaillent dans l'acquisition un peu de personnes, des personnes qui veulent de la rétention, enfin les fameux comment je fais en sorte que mes utilisateurs reviennent, restent, etc., passent un moment. Toi, comment ça se passe en fait dans un jeu vidéo? Comment est-ce qu'on on le rend engageant finalement notre jeu? Comment ça se passe? Déjà c'est le rôle des game designers, hein. Ils sont quand même assez forts pour ça, hein. Mais après nous justement on va s'assurer que ce qu'ils essaient de faire avec le jeu c'est bien ce qui se passe et de pouvoir avoir des piliers, un peu comme on a des piliers ou des heuristiques en utilisabilité, donc que le système soit toujours transparent, qu'on puisse toujours savoir quoi faire avec le système, qu'on ait toujours du feedback, un retour quand on interagit avec le système, etc. Donc on a quand même des heuristiques ou des piliers, si on préfère, qui sont assez bien définis pour l'utilisabilité. Mais on n'en a pas trop pour ce truc-là qu'on ne sait pas trop comment l'appeler, parce que c'est pas juste de l'émotion. L'émotion, ça va soutenir la motivation, bien sûr, de vouloir continuer à jouer. Et c'est pour ça que j'ai essayé de rassembler plusieurs théories sur qu'est-ce qui fait qu'un jeu est fun. J'ai pas voulu appeler ce terme-là fun ou funabilité parce que c'est trop chargé comme terme. Il y a trop de gens qui me disent moi je trouve pas les échecs fun par exemple, ou moi je trouve pas les FPS, les first person shooters fun. On s'en fiche en fait, ce qui est fun pour toi, c'est ça qui compte. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu utiliser ce terme-là et à force d'essayer de trouver un terme, je me suis dit merde, j'en invente un et puis on verra ce que ça donne. Et il marche. J'espère, mais en tout cas l'idée c'est vraiment est-ce que c'est engageant, c'est-à-dire est-ce que la personne qui joue est engagée dans le jeu, et donc c'est quand même assez centré sur la motivation, et donc l'idée c'est de comprendre un petit peu comment la motivation humaine fonctionne. Et donc il y a plusieurs types de motivation, et c'est encore des choses qui sont pas très bien comprises, hein, bien sûr, mais on va dire qu'il y a deux grands types de motivation qu'on connaît bien. C'est la motivation extrinsèque à faire quelque chose. Par exemple, faire, comme on en parlait tout à l'heure, lire un livre pour l'école parce qu'il faut faire le compte-rendu de lecture. Si on n'a pas envie de lire ce livre-là, c'est une motivation extrinsèque. On le fait pour obtenir une bonne note. Et on a aussi la motivation intrinsèque, donc quand on fait les choses pour le plaisir de les faire. Et là, on sait qu'il y a une théorie qui s'appelle la théorie de l'autodétermination. En anglais, c'est Self-Determination Theory, ou SDT. Et on sait que les activités qui nous apportent, nous satisfont nos besoins en compétences, en autonomie et en affiliation sont des activités qui sont plus intrinsèquement motivantes. Donc on essaie de s'assurer que le jeu va apporter ça. C'est-à-dire qu'il faut que les gens se sentent compétents. Et ça va aussi relier l'utilisabilité. C'est-à-dire que si les gens ils commencent à jouer et qu'ils se font défoncer la tronche au bout de 5 secondes et ne comprennent pas comment s'améliorer, ils vont pas se sentir compétents. Donc c'est ce genre de choses où ça nous aide en fait. C'est pas que les game designers ils savent pas faire des jeux, ils savent très bien faire des jeux, mais c'est juste ça va nous aider à trouver où est le point faible et comment est-ce qu'on peut tirer pour améliorer ces éléments-là. Et donc, si je comprends bien, il n'y a pas de moyen de mesurer en elle-même cette engageabilité. C'est plus comment va percevoir le jeu, l'utilisateur, qui va être recherché. C'est assez dur. Alors en fait, la métrique qu'on utilise, une des métriques qu'on utilise, c'est la rétention. Si les gens reviennent, on suppose qu'ils sont engagés. Mais le problème, c'est que s'ils ne reviennent pas, ça peut être dû à énormément de choses, et c'est là où c'est un peu compliqué. Mais on sait quand même qu'il y a des choses, si on meurt dans un jeu et qu'on n'a pas compris pourquoi, ou si le jeu semble pas juste, on sait quand même ça c'est des gros trucs qui font qu'on n'a plus envie de jouer. Ou un jeu qui nous offre pas assez d'autonomie, ou un jeu pour lequel on ne peut pas jouer avec quelqu'un, ou si on joue avec quelqu'un, on comprend pas quel est l'intérêt, ou qu'est-ce que nous apporte l'autre, ou il y a beaucoup trop de toxicité ressentie, toutes ces choses-là, on sait que ça va pas être bon pour la rétention, et qui va faire en sorte que le jeu va au final pas être ressenti comme amusant. On a quelques questions dans le chat, justement. Il y a Afroholic 78 qui te pose la question. Quel est le plus gros challenge quand tu dois convaincre une team de faire des changements au nom de l'UX? Ouais, c'est une bonne question.
C'est pas toujours évident parce qu'il y a beaucoup d'opinions et comme c'est aussi un jeu vidéo, c'est comme un film, hein, il y a tout un processus créatif, donc parfois c'est un peu difficile de faire valoir certaines choses. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'itérer, mais et de montrer, ou alors parfois on dit bah voilà, on a vu les joueurs, ils n'ont pas compris ça, on propose de changer ça de telle façon, ça devrait améliorer les choses, et quand il y a de la résistance, on propose ce qu'on propose, c'est qu'au prochain test, on fait ta version et puis on fait notre version, puis on voit ce qui marche le mieux. Et souvent, démontrer par la preuve par l'exemple, ça marche beaucoup mieux plutôt que d'essayer de rentrer dans des discussions. En fait, l'idée, c'est qu'on essaie toujours de se placer d'un point de vue analytique. On ne dit pas je pense que, on dit voilà, le joueur dans cette condition-là aura forcément pas assez d'informations pour comprendre ça ou va être perturbé parce qu'il y a trop d'explosions, il y a trop de trucs qui se passent en même temps. Il faudrait un peu. Donc, on essaye c'est pour ça que d'avoir des termes bien précis, un vocabulaire bien précis et un plan bien précis, ça permet de retirer un peu du côté émotionnel, parce que c'est leur bébé, hein, c'est très compliqué. Encore une fois, c'est un processus créatif. Et donc, de rester d'un point de vue analytique en utilisant ces termes-là et en testant, ça permet d'avancer. Mais c'est pas toujours évident, bien sûr. Il y a Noumeni aussi qui parle justement des personnes en situation de handicap. Doucement, on se tourne un petit peu de plus en plus vers elles et eux. On les intègre doucement dans ce processus de créa, code design et ainsi de suite. C'est quelque chose qui te tient à cœur, je crois, aussi. Oui, je connais Noumeni parce qu'elle a fait un talk au Game UX Summit l'année dernière quand on l'a fait en France sur l'accessibilité, justement. Alors, ça, c'est des choses ça va sans dire. En fait, l'éthique, l'inclusion, l'accessibilité, ça va sans dire, mais en fait, ça va mieux en le disant. C'est-à-dire que le U dans l'expérience utilisateur, donc les utilisateurs, c'est l'ensemble des utilisateurs et pas les utilisateurs qui ne sont jamais en situation de handicap, par exemple. Donc, bien sûr qu'il faut prendre en compte tous les utilisateurs d'un produit qui vont être intéressés par utiliser ce produit ou par un jeu qui vont être intéressés par jouer ce jeu. Ça, malheureusement, il y a encore beaucoup de chemin à faire, hein, tout comme l'inclusion et l'éthique de façon générale, mais ça commence à avancer. Là, il y a quand même de plus en plus on en parle de plus en plus. Donc, même s'il y a encore beaucoup de boulot, ça commence à faire son chemin. Donc, ça, c'est bien. Surtout que je crois qu'il y a même un site qui est dédié aux tests en fait pour des personnes en situation de handicap et qui note en fait chaque jeu par rapport à ces personnes-là, savoir si c'est accessible ou peu accessible. Et, ça, oui, il y a plusieurs organisations qui font ça. Il y a par exemple Can I Play That? Parce que c'est ça aussi qui est un peu pénible hein, pour les personnes en situation de handicap. Quand elles achètent un jeu, elles ne savent pas si elles peuvent y jouer ou pas. Les développeurs ne disent pas exactement qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour s'assurer que le jeu soit accessible ou pas. Donc c'est c'est très frustrant. Et donc il y a de plus en plus d'associations comme ça qui se mobilisent pour donner de l'information, mais aussi pour aider les développeurs de jeux à être plus accessibles. Il y a aussi Ian Hamilton qui a aussi fait... on a fait le Game UX Summit Online en décembre, là, en fin d'année. Il fait un petit peu le topo de ce qui s'est passé en 2020. Donc, je viens de poster les vidéos là, ce matin, donc vous pouvez aller voir, c'est sur ma chaîne YouTube, les Game UX Summit Online 2020. Ian Hamilton, c'est le premier speaker de la série, et donc il explique un petit peu tout ce qui s'est passé cette année, et lui, il a monté un site qui s'appelle gameaccessibilityguidelines.com, où il y a plein de guidelines qui sont hyper bien fichus, et qui sont découpés en ce qui est très facile à implémenter, un peu plus compliqué et plus difficile, pour montrer en fait aux développeurs de jeux que c'est pas si compliqué que ça si on y pense tôt, de rendre les jeux accessibles. Alors, pour répondre à Auquel Mytho, juste 42. Ouais. Et vas-y Louis, désolé. Ouais, non, mais en fait, parce que je voulais te poser une question sur finalement le jeu dans le produit. On parle beaucoup de gamification, un peu. Il y a pas mal de boîtes, je pense, ou des sites internet ou même des entrepreneurs qui se disent tiens, j'aimerais bien lancer ma boîte, lancer une application, même une application mobile toute bête qui permet d'avoir des gestes plus éco-responsables et avoir ce côté engageant justement pour l'utilisateur de se dire ma petite plante va grandir parce que je l'arrose tous les jours. Enfin, tout ce côté un peu gamifié. Et ma question, c'est peut-être
quel conseil tu donnerais en fait à quelqu'un qui n'est pas UX, qui est peut-être plus simplement une âme d'entrepreneur, qui se dit tiens, j'aimerais bien lancer une app de ce style-là ou un produit de ce style-là, et qui aimerait un peu gamifier finalement l'expérience d'utilisation? Ouais, alors, Là, si c'est quelqu'un qui connaît pas bien comment sont faits les jeux et qui connaît pas bien la stratégie UX, mon conseil, ce serait d'écouter. Commencer par écouter les spécialistes en UX. Et de comprendre que la gamification, c'est pas juste rajouter des points et des badges à un système, c'est un peu plus complexe que ça, et que pour rendre un jeu engageant déjà, parce que les gens s'imaginent que ça y est, on va faire un jeu, on va rajouter une couche un peu ludique et c'est bon, c'est dans la poche. C'est très compliqué en fait, hein. Même les jeux avec de gros budgets qui sont juste faits pour être fun, y en a beaucoup qui se cassent la figure, hein. Donc c'est quand même assez compliqué de faire de bons jeux, et donc de faire un bon jeu sérieux, je déteste ce terme-là, mais un bon, on va dire une bonne interface ou un bon système qui va être à la fois ludique et qui va apporter quelque chose soit à la planète, soit à l'humain de façon plus personnelle, c'est assez difficile quand même. Donc c'est faisable, hein, mais ça prend du temps et ça demande beaucoup d'écoute aussi. Une certaine expertise quand même finalement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas partir ex nihilo. Ok. On parle d'éthique aussi. Ah bah vas-y Rémi, vas-y. J'avais une question rapide sur le... Enfin rapide, je sais pas d'ailleurs, la réponse sera peut-être détaillée. Je le souhaite. Ça peut être rapide, mais... Non, en fait, c'est le product owner qui va poser la question. C'est que dans ton livre, tu reviens beaucoup sur une phase critique dans l'expérience d'un produit qui est l'onboarding. Et en tant que product owner, c'est quelque chose qu'on vit souvent. On a toujours tendance à travailler et à mettre l'accent sur le produit fonctionnel, c'est-à-dire le produit établi, et souvent, malheureusement, à négliger cette phase d'onboarding. Donc, je voulais juste, si tu peux nous donner en quelques insights, pourquoi cette phase, elle est vraiment critique dans un produit et comment bien faire ça. Oui, alors c'est critique pour la simple et bonne raison que l'être humain est limité en termes d'attention et de mémoire, et qu'une fois qu'on a l'habitude de faire quelque chose, c'est simple, mais de l'apprendre, c'est compliqué, comme n'importe quoi. Comme une fois qu'on sait conduire, c'est simple, mais d'apprendre, ça prend quand même pas mal de temps, et c'est pas le moment où il faut que quelqu'un nous parle à côté, c'est compliqué. Donc il faut se remettre dans ce contexte-là, et c'est très difficile en tant que product owner ou n'importe quelle personne qui travaille dans la team, de se mettre dans la peau de quelqu'un qui ne connaît rien au produit, parce que nous, on a ce qu'on appelle en anglais the curse of knowledge, donc la malédiction de la connaissance. On connaît trop bien notre produit, et donc des choses qui pour nous paraissent évidentes ne vont pas l'être pour un utilisateur qui arrive. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien préparer le onboarding, donc les tutoriels, si vous préférez, ou l'embarquement. Et dans un jeu vidéo, c'est encore plus important, parce qu'encore une fois, il faut que les gens se sentent compétents, et ils sont pas obligés de jouer au jeu. Et donc si y a trop d'informations en même temps, ou si c'est trop lent, trop chiant, ou s'ils s'en prennent plein la tronche pour par an et qu'ils comprennent pas comment progresser, là ils arrêtent de jouer direct. Et même pour n'importe quel produit, ça va être important, parce que c'est très frustrant de pas comprendre, ou de devoir aller chercher dans le manuel comment ça fonctionne, ou sur internet pour voir comment ça fonctionne. On va parler un petit peu d'éthique. Il y a Violette qui te pose la question: comment ne pas basculer dans un comportement addictif quand on veut développer l'engagement des joueurs? Et j'avais justement au niveau éthique moi-même une question. C'est on le voit de plus en plus, il y a des événements récurrents qui se créent sur les jeux avec de l'achat de skins. Du coup, c'est des costumes pour gamifier, ou des événements online, du coup, avec, on l'a vu avec Fortnite, avec Travis Scott qui fait un concert et qui ne va pas se reproduire après dans le temps. Donc, ce qui apporte vraiment de la rareté. Comment est-ce qu'on fait pour créer ce sentiment de rareté sans tomber dans le non-éthique? Parce qu'actuellement, c'est borderline, on le voit quand même, c'est pour forcément gagner de l'argent. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques pour éviter ces dark patterns, pour quand même garder ce sentiment de j'étais là au bon moment, mais en même temps éviter cet effet un peu borderline? Absolument. Alors ça, c'est une excellente question. Après, il faut faire attention de ne pas appeler rendre un jeu addictif. C'est pas quelque chose qu'on fait. L'addiction, c'est une pathologie. On a un peu tendance à l'utiliser à toutes les sauces en ce moment. Donc je discute pas mal avec des addictologues, et donc c'est assez compliqué en fait de définir l'addiction. Mais en gros, ça va être la rencontre entre un objet
une personne et un contexte. Et c'est ça qui peut faire que la personne va tomber dans une addiction ou pas. Ça peut jamais être l'objet lui-même qui va créer une addiction, et encore moins les objets de plaisir peuvent toujours on peut toujours observer un comportement trop intense à vouloir utiliser un objet de plaisir, que ce soit la nourriture, le shopping, le sport ou le jeu vidéo. Donc ça, déjà, c'est une première différenciation qui est importante de faire. Après, là, la question qui se pose, c'est l'économie de l'attention et comment effectivement éviter de tomber dans des dark patterns où on va soit faire venir les joueurs à un instant bien précis, parce que sinon ils vont rater quelque chose et jamais plus ils l'auront. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas forcément envie de jouer à ce moment-là. On les force quelque part à venir, donc ça c'est plus de la motivation extrinsèque justement pour venir obtenir quelque chose plutôt que la motivation intrinsèque de simplement jouer. Et donc ça commence à s'approcher des dark patterns. Alors un dark pattern, c'est un design, on va dire, qui est fait exprès pour tromper les gens dans un but de leur faire payer quelque chose ou de leur voler entre guillemets du temps. Et donc c'est à leur détriment, au bénéfice de la société qui est derrière. On parle de dark pattern quand c'est vraiment à leur insu. Donc c'est par exemple un très léger, on va dire, c'est quand on achète quelque chose en ligne et qu'on n'a pas vu qu'il fallait décocher la case si on voulait pas recevoir la newsletter, et donc paf, direct on est abonné à la newsletter alors qu'on n'avait pas envie. Donc ça c'est un dark pattern qui n'a pas de conséquences très dramatiques, mais ça peut aller jusqu'à une souscription à un certain service d'e-Prime. On n'a pas fait attention qu'on y souscrivait, et après pour se désinscrire, ça peut être un peu plus compliqué. Donc ça, ce sont des dark patterns. Dans les jeux vidéo, on en voit moins des insidieux comme ça, mais c'est un peu plus où on incite les gens à revenir ou à rester plus longtemps qu'ils auraient eu envie pour des raisons qui sont externes au jeu lui-même et qui peuvent effectivement poser des problèmes. Alors, Travis Scott, cet exemple-là est en fait un peu mieux que l'exemple où je ne sais plus à quelle saison ils avaient fait la Rocket Launch, où là, c'était vraiment une fois. Une fois, ouais. Et en plus, peu importe où tu étais dans le monde, il fallait que tu sois connecté à ce moment-là. Voilà. Alors que Travis Scott, si je ne m'abuse, il y avait plusieurs sessions. Je crois que c'était sur 2 jours de mémoire. Voilà. Donc là, il y avait quand même un peu plus de flexibilité, mais j'avoue que c'est quand même assez restreint dans le temps. Et donc, à partir du moment où quelque chose est restreint dans le temps, ça pose des questions éthiques. C'est pas du tout l'apanage du jeu vidéo, hein. Les soldes, c'est un autre exemple. Pendant un temps restreint, c'est à ce moment-là qu'il faut y aller, sinon on rate les occasions, alors on n'aurait peut-être pas forcément dépensé de l'argent à ce moment-là. Donc oui, ça pose question partout dans la tech et même en dehors de la tech. Ce ne sont pas des questions nouvelles, mais forcément, comme le jeu vidéo, il y a beaucoup de gens, il y a plus de 4 milliards. Je pense qu'on est à 4 milliards et quelques de joueurs dans le monde. Ça concerne beaucoup de gens. Dans certains cas aussi des adolescents, enfin des personnes mineures, donc adolescents et enfants. Donc là pour le coup, ça peut poser question. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de guidelines pour parler de ces sujets-là. Et la seule chose qui commence à faire parler d'elle, ce sont les loot box, les fameuses loot box, donc les coffres à butin, comme on dit en français, qui là commencent à être régulés dans certains pays. Ça peut poser problème dans certains contextes. On peut en parler si vous voulez, mais j'essaie d'aller au bout de ma pensée. Mais il n'y a pas vraiment de guidelines, et il n'y en a pas dans les autres éléments. En tech, c'est assez le Far West. En ce moment, on voit bien, même au niveau des fake news, au niveau des sites, les réseaux sociaux, c'est un peu le bordel. Là, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on avance. Donc, c'est pour ça qu'avec d'autres personnes dans l'industrie du jeu, on a lancé l'initiative ethicalgames.org, où on essaie justement de décortiquer tout ça et d'essayer de pointer du doigt qu'est-ce qui pose problème, pourquoi et dans quel contexte. Parce que là, en ce moment, ce qu'on attend, c'est l'addiction aux jeux vidéo. Je peux comprendre qu'on ait cette peur-là, mais là, du coup, on mélange un peu tout. Plutôt, et du coup, ça a tendance à entraîner une certaine panique morale, et en plus, ça stigmatise des gens qui sont
en situation d'addiction, où ça stigmatise aussi tous les gamers, plutôt que justement regarder plus précisément qu'est-ce qui pose problème, pourquoi, et donc après que l'industrie s'autorégule, soit d'avoir des régulations externes. Donc voilà, ça c'est l'idée, et il faut effectivement commencer à avancer sur ces sujets. Et de ce que tu dis, d'un point de vue extérieur, c'est vrai qu'il y a quand même la notion de temps qui revient beaucoup dans ce que tu dis, ce côté, le fait que ce soit un temps court, c'est ça en fait peut-être un des gros éléments de l'addiction. Le temps et l'argent. Ouais, c'est effectivement les deux plaies, mais effectivement, je pense que la notion pour les gamers, et même comme tu parles des soldes, je pense que c'est un très bon exemple, on n'a pas toujours besoin de quelque chose, mais à partir du moment où on voit qu'il y a une réduction, c'est une incitation peut-être qui est effectivement dans le milieu du jeu vidéo, c'est peut-être ça c'est peut-être un début de réponse pour ralentir peut-être l'effet d'addiction qu'il peut y avoir chez pas mal de personnes. Oui, mais alors c'est un peu comme si tu me disais Game of Thrones, les gens ont été addicts pendant tout le temps de regarder la série. Et après, magiquement, une fois que la série est terminée, ils sont plus addicts. Enfin, tu vois, l'addiction, il y a quand même une perte de contrôle qui c'est ce dont tu parlais, c'est la maladie. C'est la maladie de l'addiction. Voilà, il y a une pathologie et ça crée une souffrance. Bien souvent, on a des gens qui sont passionnés et qui vont peut-être jouer un peu trop, mais qui ne sont pas dans une souffrance. Donc, c'est pour ça que c'est un peu... on a tendance à dire que quelqu'un va être addict aux jeux vidéo, mais parce qu'on l'utilise un peu comme le terme de tous les jours, genre je suis addict au chocolat, ou je suis addict à Game of Thrones, ou je ne sais quoi, alors que ce terme-là, en fait, normalement, décrit une pathologie un peu plus précise, même si c'est assez compliqué de définir qu'est-ce qu'une addiction. Et quand même, la notion centrale, c'est qu'on va continuer à faire ce comportement-là, même si ça nous détruit quelque part et ça nous met en souffrance. Il y a beaucoup de gamers, la grande majorité des joueurs de jeux vidéo, même s'ils jouent trop, arrivent à se réguler et ça ne se mettent pas en danger eux-mêmes. Ils arrivent à le faire très bien. Donc, il y a des cas effectivement d'addiction aux jeux vidéo, comme il peut y avoir des cas d'addiction au sport, etc. Et encore une fois, on ne parle même pas d'addiction dans ces conditions-là. On parle plutôt de comportement pathologique. Mais c'est assez différent que d'être passionné pour un jeu et de jouer peut-être un petit peu trop longtemps, ou de rester un peu trop longtemps devant une série à ce moment-là, une journée ou une semaine, parce qu'on est fatigué, ou parce que vraiment on a envie de voir comment ça se passe, ou parce qu'on est en vacances, ou parce que tous nos amis y jouent, etc. Ce sera la dernière question. Du coup, il y a Jennifer qui te pose la question. Fortnite qui attire les très jeunes aux adultes. Qu'est-ce qui explique qu'un jeu vidéo arrive à plaire à si grande échelle, que ce soit donc des jeunes et des adultes à tout âge? Est-ce que c'était un objectif dès le départ d'attirer ces plus jeunes, donc pas ceux qui ont en dessous de 9 ans, pas en dessous de 13 ans si je ne dis pas de bêtises, en tout cas en Europe? Il est classé 13+. Alors, on a deux systèmes les plus connus, c'est ESRB en Amérique du Nord. Et en France, en Europe, c'est PEGI. En Amérique du Nord, c'est classé Teen. Donc, Teen, c'est à partir de 13 ans. Et PEGI, c'est 12+. Donc, de toute façon, le but, c'est de ne pas aller en dessous. Mais est-ce que c'était vraiment un but dans vos personas de base d'avoir ces plus jeunes et ces adultes? Quels étaient vos personas de base? Et en fait, qu'est-ce qui a fait que finalement, ça plaît à tant de monde? Tout le monde. Ouais, mais ça, c'est quand même reste un grand mystère. Je pense que... S'il te plaît. Fortnite, c'est... Epic Games, c'est quand même l'éditeur de Gears of War. Il faisait des jeux quand même assez violents, assez dark, même s'il y avait de l'humour. Mais donc, c'est quand même, à la base, les joueurs Epic Games, c'était plutôt des jeunes adultes, on va dire. Donc c'était plutôt, pour moi, c'était ça plutôt la cible. Maintenant, je pense que ce qui était important pour l'équipe, c'était que le jeu soit inclusif. Pour que le jeu soit inclusif, c'est important que ce soit pas trop gore. Parce qu'à partir du moment où c'est trop quelque chose, forcément, ça va rebuter certaines personnes. Donc le fait qu'il n'y ait pas de sang, par exemple, c'est quand même plus accueillant pour plus de monde, hein, pas juste les adolescents, mais il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de voir des trucs gore. Donc je pense que le fait que le design soit un peu plus inclusif, qu'il y ait beaucoup de personnages représentés, beaucoup de couleurs de peau différentes représentées, de styles de vestimentaire, c'est quand même assez accueillant de façon générale.
permet plus ça que, par exemple, PUBG, qui est beaucoup plus, qui est très intéressant aussi, hein, et qui est un jeu excellent, mais quand même qui est graphiquement un peu plus marqué, on va dire, pour une certaine catégorie de personnes. Ce qui fait que ça va en exclure d'autres. Quand on design quelque chose, il y a toujours une population qui va être exclue de ce que l'on design. Là, je pense qu'il y avait un véritable souci d'inclusivité qui aurait pu aller plus loin, hein. Mais je pense que ça a pu aider. Après, l'autre partie, c'est vraiment la chance, hein. Le fait que... le timing. Pardon ? Peut-être le timing un petit peu aussi de l'explosion de ce jeu vidéo au bon moment. Oui, bien sûr, il y a toujours ces questions de timing. Je pense que le fait que Drake ait streamé le jeu l'a rendu visible d'un seul coup à toute une population, notamment une population assez jeune. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut prévoir, hein, et je pense que ça a entraîné, je sais pas, le fait que le jeu soit quand même assez rigolo, c'est assez fun, il n'y a pas de sang, même si on perd, bon voilà, c'est pas grave, on est beamed out et puis on recommence, c'est pas dramatique, il y a pas de, voilà, c'est pas gore, donc c'est plus inclusif, ça peut plaire à plus de monde. Et le fait, voilà, qu'il y a eu la chance que ça a été streamé par des influenceurs, des musiciens qui sont très connus et très appréciés. Donc, du coup, ça devient un phénomène culturel qui a été beaucoup plus rapide. Et je pense que c'est pour ça que je pense que les streamers ont un assez fort impact. Parce que quand on regarde Minecraft, qui est aussi un très grand succès, et notamment auprès des enfants, alors que c'est pas du tout un jeu non plus destiné aux enfants à la base, hein, c'est quand même plus un jeu très systémique. Mais le fait que voilà, le design aussi, alors il y a un peu plus de sang dans Minecraft, mais c'est quand même très stylisé. Et ça a pris beaucoup plus. Enfin, je pense que ça a été beaucoup plus long pour toucher une population plus jeune. Enfin, je me rends pas bien compte, mais j'ai l'impression que Fortnite c'était quand même un peu plus fulgurant d'un coup. Donc je sais pas, c'est difficile, hein, de se dire après coup. Ça a été une grosse surprise. Hein. Je m'attendais pas à ce que le jeu soit aussi. Enfin, moi, pour moi, c'était quand même un peu plus adulte. Hein. Surtout le côté Save the World, c'est quand même assez. Il y a plein de systèmes, c'est complexe. Je m'attendais pas du tout à ça. Et donc, il y a des belles surprises. Pardon ? Et tu ne le regrettes pas, du coup, quand même, c'est que c'est devenu mainstream et que Non, alors par contre, je regrette que des enfants aussi jeunes, des fois je vois des enfants très jeunes qui jouent à Fortnite. Bon, après, c'est aux parents de voir. Hein. Moi, ce qui me chagrine, c'est que je discute pas mal avec les parents qui me disent « Oh là là, mon enfant joue beaucoup trop à Fortnite ». Je leur demande quel mode. Et ils savent pas me répondre parce qu'il n'y a pas que Battle Royale. Donc, il y a Sauver le Monde, il y a Battle Royale, il y a le mode créatif. Ouais. Avec qui ils jouent. Parfois, les parents ne savent pas me répondre. Donc, c'est ça que je trouve dommage, c'est que on a vraiment l'impression que les parents laissent jouer leurs enfants aux jeux vidéo. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Et du coup, les enfants ne peuvent pas partager cette passion avec eux. Et quand c'est des enfants jeunes qui, normalement, le système PEGI, c'est assez arbitraire. C'est pas non plus parfait. Mais ça permet aux parents d'être un peu plus informés. C'est aux parents de décider, bien sûr. Mais je trouve ça... En fait, ce qui m'a chagrine, c'est qu'il y a une telle différence entre les parents et les enfants, alors que j'aurais quand même préféré que ce soit plus un jeu intergénérationnel, que les parents jouent avec leurs enfants. C'est là qu'on se dit que l'idée de Netflix de leur report qu'ils ont fait là, pour connaître les usages de leurs enfants, c'est plutôt bien pensé en fait. Tout à fait. Oui, absolument. Et ça, je trouve que c'est très important d'aider les parents à avoir des outils. Après, il y a quand même des outils qui existent. Sur Internet, il y a quand même pas mal de sites qui informent les parents sur certains jeux, est-ce que les jeux sont adaptés ou pas, et les parents ne sont pas forcément au courant de ces outils. Alors, après, je les comprends, hein, ça devient tellement complexe, c'est tellement difficile de rester au goût du jour et de savoir tout ce qui se passe, c'est vraiment pas évident. Hein. Donc Et l'avantage de Netflix, c'est que l'outil est déjà, l'outil est utilisé par tout le monde. Et l'outil dans l'outil est disponible beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est un bon truc. Juste une petite question, et là c'est d'ordre personnel avant d'enchaîner avec l'astroproduit. C'est Clairvoyante qui te pose la question.
Ayant fait des jeux vidéo ta profession, est-ce que tu as toujours le temps de les apprécier? C'est une très bonne question. Oui et non. Oui, parce que j'aime toujours jouer, alors pas que des jeux vidéo, hein, même des flippers. J'aime jouer de façon générale. Mais parfois, je suis obligée de jouer pour le travail. Donc là, je suis plus en mode change la casquette. Là, je suis plus en mode analytique. Après, quand le jeu vidéo est bon, j'ai quand même plaisir. Hein. Donc oui. Mais c'est vrai que souvent, je vais jouer à plein de jeux, plus pour rester au courant et pour voir ce qui se fait, que juste pour le plaisir de jouer. Est-ce que tu aimes bien l'astrologie? Est-ce que tu y crois? C'est pour rigoler avec... Oui, c'est un peu comme le Myers-Briggs, c'est rigolo, c'est à partir du moment pour passer au sérieux. Alors, c'est parfait parce que justement, on va lancer l'astroproduit. Donc, comme tu l'as dit, hein, c'est vraiment pour rire. Et donc, c'est pour ça que Louis, est-ce que tu peux nous présenter l'astroproduit? Exactement, le but n'est pas d'être très sérieux, Célia, tu vas découvrir. Donc effectivement, c'est la 4e édition de l'histoire des astroproduits. Donc c'est parti pour une analyse des gens, pour ceux qui ne le savent pas, nés entre le 23 décembre et le 19 janvier, donc c'est nos amis les Capricornes. Donc après les Scorpions, qui étaient, on se souvient, symbole de mort, de destruction, de l'enfer, c'était le pire mois d'octobre, je pense, de la vie de tout le monde. Les Sagittaires, qui avaient un melon pas possible, avec un mental supérieur. On arrive donc à un signe un peu plus sain, donc bravo les Capricornes. Vous êtes un signe de terre, donc très ancré dans la réalité, vous allez voir. En fait, c'est même un signe, moi quand je me suis renseigné, c'est un signe qui donne la patate, franchement, pour 2021. Vous êtes le signe de l'ambition, de la sérénité, de la confiance, de la persévérance. Donc vous êtes ultra solide sur les appuis, c'est bien pour 2021, vous commencez bien, qu'il y ait confinement, pas confinement, vaccin, pas vaccin, vous êtes au-dessus, donc on devrait tous s'inspirer de vous vraiment. Et ça, en termes de produits, c'est vraiment parfait. Vous êtes la sérénité incarnée. Donc voilà, on va tous un peu faire ressortir cette part de Capricorne, qu'on soit responsable produit, qu'on soit dev, qu'on soit UX. Donc on commence avec les POPM. Donc il faut être un peu le Bouddha de votre team en cette début d'année, s'il vous plaît. Je crois que tout le monde en a besoin. On est fatigué après nos vacances, donc on a besoin de confiance. Voilà, il y a eu moult changements de priorité en 2020, plein de coupes budgétaires, plein de moments durs. Donc voilà, vous devez apporter la sérénité dans vos groupes, dans vos produits, pardon. Et il y a même une start-up en fait qui a créé l'équivalent d'une capsule Nespresso pour les douches, qui transforme une douche en spa. J'ai découvert ça et je trouvais que c'était vraiment du génie. C'est probablement un Capricorne qui a inventé ça. Voilà, il faut des gens comme ça en 2021. Soyez comme cet entrepreneur qui a créé cette capsule Nespresso pour spa. Je trouve que c'est du génie. Donc les UX designers, alors Capricorne pour vous c'est vraiment pas le feu parce que vous avez un signe de terre, vous vous raccrochez en fait à du concret, alors qu'un UX designer c'est censé justement peut-être penser le monde de demain. Donc on dirait un peu Trump qui s'attache à son bureau ovale un peu en ce moment. Donc lâchez, s'il vous plaît, lâchez un peu, lâchez vos convictions et on s'élève un peu. Concernant les devs, en revanche, vous êtes vraiment des génies, donc félicitations les devs, c'est bien votre mois. Aucun bug dans le code, vous êtes justement ultra serein, surtout, aucun souci à se faire sur la qualité, tout roule comme sur des roulettes. Vous êtes nickel en estimation de temps de développement. Voilà, vous êtes des vrais amours, les Capricornes, on vous aime. Moi, ça m'a fait penser au gars de l'IT qu'on a tous un peu dans nos boîtes, je pense, qui résout tous les problèmes sans rien demander en retour. Voilà, c'est le gars qui règle tout et ça, c'est très très fort pour les Capricornes. Donc voilà, vous êtes vraiment un bon mois, donc on vous salue. C'est fini, l'astroproduit. Prochaine étape, c'est les Verseaux. Donc c'est un signe de l'air, contrairement à tout ce en tout cas moi je pensais que c'était un signe de l'eau, il s'avère que c'est bien un signe de l'air. Donc peut-être, on sait jamais, reprise des voyages, peut-être des bonnes nouvelles pour tous les pôles produits, peut-être d'Air France, de ADP, on pense à vous en tout cas en ces périodes particulières. Donc voilà, rendez-vous le mois prochain pour les Verseaux. Voilà tout. Alors je ne sais pas Solia, ce que toi tu es comme signe, qu'es-tu? Bélier, moi je défonce tout. Ah, non, on arrive à... Ah oui, excellent. C'est les... tu détruis tout sur ton passage. Je fonce et après je discute. Oh merde. Tu fais de la musique, tu fais de la psychologie, tu fais du jeu vidéo, c'est parfait. Tu fais un peu de tout. Voilà. Du coup, je vais nulle part. Bon, nulle part, tu es quand même sur l'after produit, s'il te plaît, c'est gars. Oh là là. Pardon. Faut être corporate quand même, un petit peu. Je dis, bah, tu vois, les béliers, c'est typiquement ça dit des conneries et après je dis, oh merde. Du non, coup, mais je veux dire, non, ça passe là.
C'est J'adore important ce que parce vous que, faites. évidemment, j'ai observé longtemps les étoiles, puis je suis diplômé de. Non, je n'ai rien de tout ça, mais il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser dans l'astroproduit. Surtout, alors Chacun fera juste son un petit tacle pour une entreprise de jeux vidéo qui s'appelle Respawn Entertainment qui a fait hier un patch et qui me fait bugger mon jeu. Donc je ne peux plus jouer à cause d'eux. Donc je crois qu'il n'y a aucun développeur qui est de ce signe-là. Malheureusement. Bah, exactement. Bah voilà, on va leur Terrible. envoyer quelques licornes. Les pauvres, mais ça c'est horrible pour les développeurs. Hein. Un truc pareil, c'est horrible. Et là, je peux te dire qu'ils dorment pas. Hein. Parce que dans le jeu vidéo, on dort pas d'ailleurs. On bosse tout le temps. Il y a un peu trop de crunch. C'est du rush. Là, chez Respawn, je pense qu'ils dorment beaucoup. Là, on dirait vraiment. Là, c'est le joueur par excellence, pas du tout le product owner. Le produit, je ne connais pas à ce moment-là. Désolé. Viens travailler dans le jeu vidéo, toi. Avec plaisir. Si vous voulez, Respawn, je suis Pas là. d'acharnement, Vous Marcel. cherchez un directeur produit. Justement, on va parler de choses un peu plus sérieuses. Rémi, je crois que tu as préparé un petit sujet. Du coup, on va lancer le Serious Talk. Ça manque d'une petite musique quand même, tu vois. Moi, je l'ai la musique dans les oreilles, mais il n'y a que moi. Désolé, tout le monde. C'est terrible, faut nous la donner. Rémi, On a un vrai silence. du coup, qu'est-ce que tu as préparé en Serious Talk? Je suis là. J'ai préparé un sujet qui sera illustré dans quelques minutes. On va commencer par un peu de blabla introductif, mais c'est nécessaire. Il y a un sujet qui me plaît depuis très longtemps, qui est celui des biais cognitifs. Et en lisant le livre de Célia, j'ai été pas mal servi, car effectivement, dans la première partie de ton ouvrage, Célia, tu expliques très bien le fonctionnement du cerveau, ou plutôt ce qu'en dit la recherche aujourd'hui, et tu expliques surtout à quel point le cerveau humain, c'est une mécanique qui est à la fois super complexe et efficace, mais qui en même temps est assez imparfaite dans le sens où elle est très sélective sur comment elle appréhende le monde autour d'elle et comment elle l'interprète. Et tu as à plusieurs moments dans ton livre, dans plusieurs chapitres, tu fais écho à ces fameux biais cognitifs. Donc, est-ce que en guise d'introduction, tu pourrais nous expliquer ce que sont ces biais cognitifs et éventuellement donner quelques exemples? Oui, alors, les biais cognitifs. En fait, nous, on doit prendre des milliers de décisions tous les jours et on n'a pas le temps de réfléchir à chaque décision de façon précise. Et donc, on va prendre des raccourcis qui, d'habitude, fonctionnent bien. Mais le problème, c'est que ces raccourcis, parfois, ne fonctionnent pas bien. Ils nous ont aidés à survivre. Le cerveau est un très bon... en anglais, on dit pattern recognizer, donc on identifie des patterns, comment on dit en français? Tu peux le dire en anglais, je pense que... Ouais, pattern, ça marche, ok. Assez rapidement. Mais par exemple, si on voit s'il fait un peu nuit, qu'on est en Australie, qu'on est près d'une rivière un peu boueuse et qu'on voit un truc qui flotte, on va tout de suite se dire « Oh putain, c'est un crocodile !» Et puis après, on va s'apercevoir « Non, en fait, c'est un truc qui flotte, c'est juste un branche-arme. » Mais on va d'abord s'en aller et puis après réfléchir. Et donc, c'est un peu ce même principe-là, où c'est un peu comme les illusions d'optique. Quand on a l'impression qu'il y a un personnage qui est plus petit ou plus grand, mais c'est juste parce que c'est une illusion d'optique, c'est le même principe, mais c'est des illusions cognitives. Et même si on sait que ça existe, on tombe dans le panneau. Alors, un exemple, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? On a encore reperdu Rémi. Oui, Il est drôle. c'est pas grave. Il s'en va, il revient. Okay. Ouais. Je suis là, normalement, je suis là. Et, non, t'entends. Et vous devriez me voir dans une seconde. Ouais. Un exemple que je peux donner, qu'est-ce que je peux donner comme exemple qui soit assez parlant sans avoir de slide? C'est quoi l'exemple que toi t'aimes bien, Rémi? Moi j'en ai préparé quelques. Vas-y alors. J'en ai préparé quelques-uns que je. C'est levé quand même. Il a fait. Je suis là. Vas-y Rémi. Alors je vais essayer tant bien que mal de partager mon écran avec tout le monde. Avec tout le monde, on va passer ici sur mon écran. Il faut juste que je trouve comment partager. T'as 8 écrans, c'est ça à peu près. C'est ça, j'ai 2 écrans, mais non, mais normalement, vous devriez voir mon écran. Yes. Est-ce que vous le voyez? Alors, oui, on le voit. Yes. Oui. Alors, enfin, je vois que en le plein haut, écran, mais je par pense que contre, ça va projeter sur mon second écran. Bon, donc, il faut que je trouve comment je passe sur... Vous voyez les slides? Non, ouais, on voit que le
tout en haut, enfin le bandeau de ton écran. Ah. En tout cas, chez moi, je vois que ça. Hop, également. C'est bon. D'accord. Ah, C'est bon. ça clignote. C'est très. Ouais. Les problèmes techniques, voilà. Est-ce- Les développeurs qui ne sont toujours. Est-ce que toujours c'est pas mieux là de ou bon pas signe. Les pauvres. Non, c'est blanc. Enfin, en tout cas, c'est. Ah. On a un petit On me souci. fait signe que non. Tu Je vais- sautes je vais beaucoup. tenter- Je vais tenter quelque chose qui devrait. Mais je reconnais résoudre mon ce. problème. Je reconnais ces slides. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant? Toujours. Non, c'est en train Là, de. là c'est bon. Ça ne Ça bouge semble être plus. stabilisé. Je crois que ça s'est J'avoue. stabilisé. On voit le dupliquer sur le côté, mais ça s'est stabilisé. Ok. Et donc vous voyez bien ce magnifique diagramme gigantesque? Oui, avec beaucoup d'infos écrites en tout petit. Voilà, Comme- et ben c'est fait exprès. Non, c'est un diagramme que j'avais repéré et qui, je crois, est mentionné dans ton livre, Célia, qui est un diagramme qui a été constitué il y a quelques années et qui regroupe, alors un nombre, je ne les ai pas comptés, mais il y en a plusieurs dizaines de ces fameux biais cognitifs. Et Même plus d'une centaine. voilà, ça Tu va n'as très pas très regardé loin. le webinaire, Rémi, c'est terrible. Et ce qui est à la fois passionnant et qui m'a interpellé, c'est quand on regarde cette liste de biais, il y en a qui ont des noms assez abstraits et c'est toujours intéressant d'aller creuser un peu pour voir ce qui se cache derrière. Donc je vous en ai fait un petit florilège très personnel avec soit des noms un peu bizarres, soit des choses qui peuvent faire écho à nos vies dans le monde du produit. Petit exemple, le premier sur l'effet de l'abri à vélo ou l'effet de la couleur de l'abri à vélo. L'exemple qui est pris ici, c'est on parle de quoi ce soir? Et pourquoi ce nom d'effet de l'abri à vélo? L'exemple qui est pris par le chercheur qui a conceptualisé ce cas-là, c'est il s'imaginait le conseil d'administration d'une centrale nucléaire qui passait beaucoup plus de temps en réunion à discuter de sujets très triviaux et assez faciles à considérer, la couleur de l'abri à vélo, plutôt que de parler des questions de fond que sont le bon fonctionnement et la sécurité d'une centrale nucléaire. Et globalement, c'est un biais qu'on observe souvent dans des organisations où on va préférer parler de ce qui est très simple à appréhender plutôt que de tout ce qui devient assez vite complexe. Deuxième petit exemple qui est assez marrant parce qu'il veut vite vous faire penser aux effets de la publicité qu'on peut avoir, c'est que le cerveau humain, il est fait de telle manière qu'il va avoir tendance à se souvenir de ce qui est facile à retenir et notamment de ce qui rime, et quelle que soit la véracité de la proposition. Donc là, j'ai pris un exemple que j'ai fait moi-même où les deux propositions ont la même valeur, mais on peut très bien imaginer un cas où il y a une des affirmations qui est fausse, mais parce qu'elle rime, parce que les deux composantes vont rimer, et ben votre esprit va artificiellement dire que c'est peut-être un peu plus vrai que l'autre. Est-ce que tu peux les citer parce que je crois que ça n'est pas passé. Ça n'est pas vrai. Alors là, j'avais juste mis par exemple le produit, votre passion, notre émission, et une autre qui veut dire la même chose, qui serait le produit, votre flamme, notre podcast. Donc les deux propositions veulent dire la même chose, mais globalement, on va avoir tendance à beaucoup plus se souvenir de votre passion, notre émission, parce que simplement, il y a un effet auditif qui fait que ça rime et que on va s'en souvenir un peu mieux. Ça va devenir le nouveau slogan de l'after, ça c'est Ça peut devenir. envoyé à la régie, ça. L'effet pom-pom girl, celui-là, il est assez intéressant. C'est que le cerveau, il est en permanence face à pléthore d'informations. Et que globalement, quand il y a un groupe d'informations, le cerveau, il fait une approche assez bête, c'est il va essayer de garder une information médiane et il va niveler. Et au lieu de garder un ensemble d'éléments et d'items individuels, il va se souvenir d'une chose assez médiane, avec des effets positifs et négatifs. C'est que s'il y a un truc qui est un peu moins bien que la moyenne, eh ben, le cerveau, il va pas forcément s'en souvenir. Mais de la même manière, s'il y a un truc qui est un peu mieux que la moyenne, eh ben, il va passer à la trappe et il sera pas forcément identifié comme tel par l'utilisateur ou l'observateur. L'effet pro-innovation, je vais très vite, mais ça, c'est que simplement le fait que l'esprit humain est fait, il a tendance à avoir dans l'innovation un bien absolu et quelque chose qui va tout de suite tout changer. Et on a tous en mémoire des prédictions assez improbables, qui nous paraissent improbables aujourd'hui, mais qui, il y a 10 ou 20 ans, on espérait tous un peu ça. Voilà, en 2020, on aura tous des voitures autonomes. Voilà, je pense que le parc de Tesla dans le monde est loin de l'être, et elles sont loin d'être autonomes complètement. La cryptomnésie, un nom un peu barbare. Pour l'illustrer, j'ai imaginé un Michael Scott qui vous dirait un matin, tout fier de lui, j'ai une super idée. On va lancer un super téléphone cette année et voilà, j'ai eu une super idée. On va l'appeler l'iPhone. Et là, ce qui se passe en fait, c'est que il s'est pas rendu compte, mais ce mot-là, il l'a déjà entendu
et il croit l'avoir inventé et il en est même persuadé. Donc c'est un effet un peu pervers où on ne se rappelle plus que l'information nous a été donnée auparavant et on se l'approprie. L'effet Dunning-Kruger que j'ai illustré avec un jeu de mots qui m'a fait rire moi-même, j'espère que ça fera rire d'autres personnes. Vous imaginez Freddy Krueger qui vous dit « je suis un excellent babysitter ». L'effet Dunning-Kruger, c'est un effet qui fait qu'une personne fondamentalement incompétente sur un sujet va avoir tendance quasi systématiquement à se considérer comme plutôt très compétente. Et elle va souvent être dans l'incapacité d'apprécier le niveau de compétence de toutes les personnes. Bien sûr, toute ressemblance avec des personnes ayant existé ou que vous ayez côtoyé en entreprise. Voilà, j'en en dirai pas plus. Mais voilà. Avec des personnes présidentes de la République aux États-Unis. Par exemple. Ça y est. L'effet Ikea, je crois que tu en parles, Célia, dans ton ouvrage. J'ai pris pour illustrer 2 illustrations. Vous avez à gauche un tableau de Van Gogh de la série Les Tournesols. Il y a un exemplaire qui s'est vendu, je crois, 41 millions d'euros il y a une trentaine d'années. À droite, vous avez un tableau, une merveilleuse copie faite par un individu qui s'appelait Rémi quand il avait 7 ans à peu près. Et globalement, si vous me demandez, moi, clairement, celui de droite vaut bien plus que 41 milliards d'euros. Pourquoi ? Parce que simplement, c'est moi qui l'ai fait. J'en suis pas fier, je l'ai pas dit, mais c'est moi qui l'ai fait. L'effet Ikea, ça désigne quoi ? Ça désigne le fait que l'esprit humain, il a tendance à conférer beaucoup plus de valeur à toute chose dont il participe à la création. Et globalement, ça s'est observé dans des études auprès de clients d'IKEA. Globalement, si on propose à un client d'IKEA d'assembler son meuble ou on lui donne le même meuble déjà monté et on lui demande quel est le meuble qui a la plus grande valeur, il va vous dire que celui dans lequel il a contribué aura plus de valeur. Un petit dernier qui a été évoqué par Célia, c'est celui de la pareidolie. Donc, c'est la faculté qu'on a à avoir des formes, et notamment des formes humaines un peu partout dans le monde. Je ne sais pas si vous connaissez cette image qui a été prise par une des sondes martiennes dans les années 70, où à l'époque, voilà, on a tous dit, ça y est, on a la preuve, on n'est pas seul dans l'univers, il y a des visages humains sur la planète Mars. Et quelques dizaines d'années plus tard, on avait des télescopes un peu meilleurs, et le constat, il est flagrant. Voilà, il y a des montagnes sur Mars aussi. Pourtant, on avait tous vu un visage humain. Et pour conclure, j'ai retrouvé cette image-là qui m'a fait beaucoup rire, qui représente de magnifiques poubelles parisiennes dans lesquelles je pense qu'on est tous d'accord qu'aujourd'hui, si vous voyez ça, vous vous dites « Ah, mais ça ressemble vaguement à un bientôt ex-président américain ». Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, cette photo-là, elle a été prise en 2014, époque à laquelle Donald Trump en France était absolument méconnu et aux États-Unis n'était encore qu'un animateur de télé-réalité. Et il nous prenait bien le chou déjà. Voilà, peut-être aux États-Unis, mais en tout cas en France, ça restait un personnage assez peu connu. Et aujourd'hui, quand on voit cette image-là, on pense tous à cet individu-là. Voilà, donc je vous invite vraiment à regarder ce diagramme-là. Il est très facilement trouvable sur Internet. Et dans le livre de Célia aussi, il y a plein de cas dans plein de situations du quotidien, et je trouve ça vraiment passionnant de se plonger dedans, notamment quand on a un rôle dans une équipe produit où on est face à un utilisateur et où on va forcément soi-même faire l'expérience ou voir chez l'utilisateur se manifester ces biais cognitifs. Pour répondre au chat, vous allez avoir les slides du coup sur LinkedIn parce qu'on n'a pas pu voir les slides. Petit problème technique du côté de chez Rémi, malheureusement. Désolé. Mais voilà. C'est terrible. C'est l'effet des mots. C'est le live. C'est les avantages. Mais du coup, c'est intéressant parce que, comme tu disais, c'est pas parce qu'on les connaît, parce qu'on sait qu'ils existent, ces biais, qu'on peut les gommer. Et c'est assez terrible comme constat, en fait. Je sais que je regarde une illusion d'optique, mais j'ai aucun moyen de. C'est ça. C'est-à-dire que même si on le sait, on n'arrive pas à l'appréhender. Et c'est ça qui est dramatique. Et c'est pour ça que c'est difficile de s'en défaire, et c'est pour ça qu'il faut designer l'environnement, notamment l'environnement de recrutement, pour éviter de tomber dans ces biais. Donc un biais qui ressort souvent dans le recrutement, c'est le biais pro-endogroupe, on appelle ça en français, en anglais c'est le in-group bias. On a tendance à favoriser les gens que l'on considère comme faisant partie de notre groupe,
On fait partie de plusieurs groupes différents. Donc, moi, par exemple, je fais partie du groupe des personnes blanches, des femmes françaises qui habitent aux États-Unis, qui aiment les jeux vidéo, etc. Donc, si je rencontre quelqu'un qui appartient à un de ces groupes et que je reconnais comme étant faisant partie de ce groupe et que je valorise ce groupe, je vais favoriser cette personne-là par rapport à une autre que je ne considère pas comme faisant partie de mon groupe et je ne m'en aperçois pas forcément. Et c'est comme ça qu'on se dit « Ah oui, j'ai eu un bon contact avec cette personne-là, je le sens bien, cette personne ». Et donc, c'est là où on perd d'objectivité par rapport aux compétences de la personne ou aux résultats même d'un test. Et c'est ça qui est très, très dur. Et ça peut après entraîner aussi les biais de confirmation et tout ce qui s'ensuit. Donc, ça, c'est très important aussi de prendre ça en compte en recrutement. C'est ultra, ultra important. Et les biais de confirmation, bien évidemment, quand on fait de la recherche, c'est important de regarder les datas de façon globale et non pas juste pointer le truc qui va confirmer notre intuition à la base et ignorer tout le reste des données qui ne confirment pas cette intuition. Et puis ce qui est important, c'est que de rappeler, c'est que ces biais, ils sont complètement normaux en fait. C'est le fonctionnement normal du cerveau humain. Absolument. Juste là où on peut avoir une plus-value quand on est dans une équipe produit, c'est de savoir qu'ils existent et éventuellement d'essayer de les reconnaître quand ils se manifestent en sachant que malheureusement ils vont forcément se manifester et des fois on passera totalement à côté de... disons qu'on les reconnaît beaucoup plus facilement chez les autres que chez soi-même. C'est sûr. Justement, encore un coup du cerveau. Il y a un biais dans le chat, on me dit, InPixit qui nous dit, il y a même un biais, je crois, c'est je crois que j'ai aucun biais. Inception de biais. Oui. Tout simplement. Et puis on a aussi la dissonance cognitive. Alors ça c'est très fort. C'est très fort. De méta-biais. C'est-à-dire que quand on est en face à une information conflictuelle, donc par exemple se dire moi je suis pour que tout le monde ait toutes les chances ou donner des chances à tout le monde et puis ne pas donner une pièce par exemple à quelqu'un qui fait la manche dans la rue, on est dans une phase conflictuelle en disant non, moi je suis pour l'équité et puis en fait j'ai pas été généreux à ce moment-là, j'ai pas donné une pièce. On va toujours se trouver une excuse. Ah oui, non, mais j'avais mes gants, c'est compliqué. Et donc ça, c'est la dissonance cognitive où alors on essaie d'avoir un boulot et on n'a pas réussi. Oui, de toute façon, c'est des cons. On a toujours tendance à relativiser après coup. Alors ça nous aide à avancer, parce que sinon, c'est triste. Mais c'est important de reconnaître ces choses-là parce que quand on a tort et qu'on nous le fait remarquer, on a tendance à être de mauvaise foi. Et ça, c'est à cause de la dissonance cognitive. Et ça, c'est très important pour apprendre de ses échecs et aussi pour faire une société plus équitable. Et comme on l'évoquait tout à l'heure, à l'heure de la fake news et des théories complotistes, c'est assez... Oui, alors après, il y en a qui sont très conscients, qui disent des conneries. Ça, c'est encore autre chose. Je parle des gens qui sont sincèrement convaincus. Et ça, c'est la grande majorité des gens, bien sûr. Ouais. Alors, compris. Oui. Célia, on sait que tu aimes les jeux. Et on va finir justement avec l'Happy Hour. Ok. Portable, normalement. Non, c'est une autre chose. Aujourd'hui, on va faire le Weaver de la mort. Oh mon dieu. Donc, ça ne concerne que Célia. Ah bon Comme par hasard. Célia, dans cette première manche, justement, je vais te poser 10 questions à la suite. Il ne faut pas que tu ne répondes à aucune question à haute voix. Tu vas retenir l'ordre des réponses. Oh là là, mais vous faites ça en fin de journée. Mais et tu vas devoir, après, me donner toutes les réponses à la suite. Oh là 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 là. Okay. Essayez dans le chat, justement. Essayez dans le chat. Est-ce que Célia aura le droit des jokers ou pas? Est-ce que Célia a le droit des jokers? Non. Il y a 2 paliers. Il y a le premier palier à 5 bonnes réponses. Tunnel, là, ça va. Il y a 5 réponses, puis 10 réponses. C'est bon pour toi? Ok. Non, mais je vais. C'est parti quand même. Y aller. Ok. La première question. Le nom de cette émission sur Twitch. Déjà, j'ai oublié. C'est quoi? Terrible. Comment on dit papillon en allemand? Et si tu ne sais pas, dis simplement Atchoum. Cite-nous un des 7 nains, mais pas Atchoum. 6 x 7. Et en vrai, un chatbot, c'est plutôt un chat ou un robot? Plutôt Fortnite ou Apex Legends? Oh putain. Vite, hein. De quelle couleur sont les schtroumpfs? Vrai ou faux, le cycle en V,
c'est le top de l'agilité. Non, mais ça ne veut rien dire. 9e question. Terrible. Fais un bruit d'animal. Le dernier chiffre de ton numéro de portable. Est-ce que c'est bon? Non. Alors, l'after produit. Le 2, c'était Hachoum. Oui. 3, on va dire Simplet. Oui. 4. À un moment, parce que j'étais en train de réfléchir et en fait, j'ai même pas écouté la question à ce moment-là. C'est terrible. C'est là que tu me parlais d'Apex et Fortnite? Ou c'était celle d'après? C'est un peu après. Je crois que c'est après. C'est un juste petit peu après. après. La 4, je ne sais plus. Même Alain Chabat est plus lent que toi à faire ce jeu. Marcel, normalement, on prend plus son temps. C'est terrible. Pauvre Célia. Ouais, ça fait un peu Burger Quiz. Complètement. Non, alors je sais plus, j'ai eu un trou. Il y a eu un moment où je n'étais pas écouté trop et j'essaie de. C'est pour ça. Bon, J'essaie de raccorder les wagons après. C'est- Je peux avoir un indice ou C'était une multiplication. Ah ouais, Oui. 42. C'est ça. Non, c'était facile, 4, 42, j'aurais dû faire ça. Donc après, c'était Fortnite ou Apex, c'est Non. ça? Malheureusement, merde. non. C'était J'étais encore encore en après. train de calculer. 6 fois 7, merde. Une fois qu'on 20. perd le fil, c'est dur en plus. 23 Ah ouais. ouais, non, c'est clair. Moi, j'ai récupéré les wagons après Fortnite. Je ne sais plus Bon, comment c'est- je m'appelle. ce n'est pas grave. Je peux avoir du vin. Ça va devenir des questions métaphysiques après. ça. On va faire des questions très dures. Du coup, avant de finir, on va faire la manche Attends, mais alors, par contre, je peux faire le 9. Je peux faire le 9? 2. Vas-y, fais le Oui. 9. Je vais faire le 9. Oh, c'est C'est très Hein très fort. Mais oui, Mais voilà. très fort. C'est- comment, Ah oui, c'est incroyable. d'où te vient cette passion du coup pour imiter les animaux? C'est comme ça ne s'explique pas. C'est comme le triangle des Bermudes, on ne peut pas expliquer. Ça fait partie des grands mystères du monde. On va faire très rapidement du coup la dernière manche de cet happy hour, c'est la manche numéro 2, le 8. Ah oui, alors c'est là où je regarde un truc, c'est ça? Exactement. Donc c'est Exactement. le dernier jeu qui est sorti, qui est à la mode, que tu as dû recevoir normalement un message. Ouais. J'ai un deck. Est-ce que tu as un deck? Donc les J'ai un deck. équipes, c'est Marcel et Rémi, donc Rémi et moi-même, contre Célia et Louis. On va les exploser. Ah, mais ils ont aucune chance. Sachant Je que sais je même suis pas c'est quoi très comme jeu, mauvais. mais Pourquoi on joue Pourquoi Mais joue-t-on Louis même est encore plus mauvais. 42. Donc en fait, vous avez 1 minute pour faire deviner un maximum de mots. Louis, Célia, est-ce que vous voulez commencer tout simplement? Alors, je veux bien que vous commenciez. J'ai un tout petit Ah, besoin d'un petit tout petit problème. peu plus de temps pour Rémi, ouvrir. est-ce que tu es connecté avec moi? Je suis connecté. Vas-y, commence. Faut que je charge le doc. Tu bon. vas charger le doc. Ok. Eh ben, c'est bon, je l'ai. Bah, je commence l'ai, à la donc, rigueur, avec Marcel, hein, Célia, en fait, Todoben. Non, on va commencer avec Célia. C'est Est-ce que tu veux. Ouais, Ouais, je vais ok, alors. Vous voulez Donc, en commencer? fait, moi, On je te commence. fais- Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais plus ce qui se passe. Le pauvre Marcel. Mais décontractez-vous, enfin. On va tous se calmer un petit peu. C'est terrible. Eh bien, Bon, Louis, dans le calme. honneur aux invités. Donc, Louis, vas-y, commence. allô. Ok, alors du coup, nous Tu as commençons. 1 minute J'ai 1 minute pour te faire deviner pour des faire mots. deviner tous les mots. Eh ben, c'est parti. 5, Après le burger. 4, 3, Ça rigole Deux. pas ici. 1. 1 minute. Ok, c'est des petits genre d'animaux rigolos de mon enfance des années 90. Les Schtroumpfs? Ah non, c'est pas des animaux. Non, c'est il y a on lance une Poké. Ah oui, les Pokémon? Oui. Mais c'est pas. Oui. Oh, t'as dit Poké quand même. Ouais, on va dire que c'est bon. Ouais, c'est moyen. Allez, on C'est le compte. Un grand âne qu'on peut chevaucher. Un grand quoi? L'équivalent d'un âne un peu plus grand. Un cheval. Oui. 2 points. Oui. Alors dans Usain Bolt, il fait un quand il court le 100 mètres. Il court un 15 secondes. Un chronomètre? Sinon Je sais non, pas. il va très vite. C'est également en anglais, ça veut dire aller vite un peu. C'est quand on va vite.
Un sprint. 5, Oui, merci. 3 secondes. 3 bonnes réponses. Sinon, le reste du. C'est fini. Oh là là, le C'est nombre fini, de c'est mots fini, qu'on c'est fini, peut c'est dire, fini, C'est absolument trop terrible. dur en fin de journée, non, mais il faut nous prendre quand Ouais. on est frais là. C'est clair, on aurait dû faire ça au tout début de l'émission. Non mais en fait quelle on idée. fait exprès pour gagner. C'est Oui. c'est juste pour ça, tout simplement. Parce que vous êtes chaud, vous êtes resté calme. Moi j'ai En tout fait, donné déjà. Rémi a mon deck, hein, c'est pour ça il va tout savoir. Sur 42. Rémi, est-ce que tu veux le faire deviner ou est-ce que tu veux que je fasse deviner? Comme tu veux. Moi, j'ai chargé le fichier. Je peux y aller. Bah si tu veux. vas-y, fais-moi deviner parce que je sais que tu seras bien meilleur que moi. 3, Eh bah, tu me deux. dis top quand tu veux. 1, c'est parti. Alors, c'est un site avec un logo bleu où on a tous un mur. Facebook, Ouais. 1 point. Après, là, je te demande, c'est un outil qui ressemble à un cylindre rouge qui est généralement dans les coins des bâtiments et qui sert quand il y a un gros problème. Un outil qui est dans les bâtiments quand il y a un gros problème. Ouais, un gros cylindre rouge qui fait un du cône bruit quand on s'en sert. Ah, un marteau-piqueur? Non, non, quand il y a des flammes. Ah non, j'ai Un dit lance-flamme? Ah bah Ah, non, non, c'est trop vas-y tard. passe à la suite du coup. Après, je te demande le tableur le plus connu au monde. Excel. Alors, un de ses cousins Euh... pour faire des jeux de diapositives, comme on disait avant. PowerPoint? Ouais. 2 points. Là, je te 10 demande une marque. Nike, qui... Adidas, Non, Fleury qui fait Michon. de la locomotion qui est très à la mode. SNCF. C'est fini. Eh ben, j'ai été très mauvais. Ah là là. Ah, le 2 cylindre points. Très très mauvais. Du coup, Tu 3 à veux- 2. Pour l'instant, l'équipe de Célia est en train de gagner. C'est Mais bien bravo. sûr. fait exprès, on fait ça pour tous les invités. Alors, on n'éteint pas un incendie avec un lance-flamme. Hein, juste, Oui, mais. ouais, Ah, un c'est- extincteur. j'ai- Oui, mais Moi, j'essayé de t'aider, je faisais le. Mais ouais, j'ai le- vu ça, mais je me suis Ouais. dit. Qu'est-ce qu'elle Moi, me j'ai fait pensé à Ghostbusters, mais j'étais. Ça marche aussi. Je me suis dit qu'elle était possédée. Mais non, bah, très très bien. Célia, à toi? Alors, Es-tu prête? Ouais, non. Alors, on y va. 3, C'est parti. 2, C'est parti. 1, c'est parti. Alors, c'est un système qu'on utilise pour avoir du fun. Et un de ces exemples-là, ça ressemble à un jeu hyper connu aujourd'hui sur lequel j'ai travaillé. Et c'est son. Apex Legends. Ouais. Alors, ça, c'est un truc, soit on peut le mettre pour qu'on dit on fume voilà, de ça. Ou alors on peut le manger, genre les véganes, ils aiment beaucoup ça. Mais on peut aussi le mettre dans du papier à rouler pour le fumer. Fume du tabac, C'est Plutôt dans le d'une papier à couleur assez pastorale. des fleurs. Oh putain, d'accord. Alors, Tu peux passer à la suite. Hein. quand tu dis tu fumes de Ouais. Je fume de trucs qui fait rigoler, la cigarette qui fait rire. la drogue. Oui, mais on utilise un autre terme. 3 secondes. Shit, de la weed, du. Le fleuri, De la justement. bœuf, du coup, de c'était la non. bœuf, des Non, bon. fleuris, des- D'accord. C'est fini. Bon, t'as eu 1 point, Alors, désolé. la moquette. Oh là, je suis désolé. La moquette. Oh la C'est moquette. floral. J'ai failli le dire en me disant que ça pouvait pas Oh être ça, là mais là si. là là fumer là. la Mais non, mais moquette. c'est pas la moquette, c'était Ah non. l'herbe. Ah merde, j'ai fini là. Là, Oui, non, c'est- c'est fini. Oui. non, je suis désolé, c'est moi qui étais pas bon. Je sais Non, pas non, si- Non, mais bien sûr que c'était toi qui étais pas bon. Ah. Ça peut pas être de ma faute. Et- Marrant. Il ne reste que moi, du coup, et qui suis encore le pire, je pense. Je suis désolé, Célia, on va. Non, mais y a pas de J'ai souci. j'ai essayé de lire dans tes pensées, Marcel. Tu Non, lis non, dans mes mais- pensées? J'ai essayé. 3, Marcel 2, est vraiment mauvais. 1, c'est parti. En novembre, on fait un truc, nous, de ce sexe-là, de mon sexe. Ouais. Et on fait va un truc en couper du novembre. bois. Non, en lève. novembre. En novembre. Comment ça, en novembre? Oui, il y a un truc Nous- qui nous, est les cool. hommes. Hein? Nous les hommes, c'est ça que Oui, tu as oui, dit c'est ça. On fait un truc qui est cool, c'est un peu hype. Oui, c'est ça. Ok, un peu hype. Attends, Ah, Movember. Oui, 1 point. si on aide l'adversaire, c'est terrible. Ouais, Du coup, mais- Célia, elle veut faire plaisir à des personnes, Utilisateurs, des joueurs, des des clients, des exactement, consommateurs. exactement, c'est bon. 2 points. Il y a un jeu qui est sorti sur PS5 récemment, enfin du coup un des premiers jeux à sortir sur PS5 avec qui est sorti de Marvel. C'est quelqu'un de Marvel.
Bon, de bah, Marvel, ouais, Iron Man, non, trop je tard, ne sais pas trop lequel. tard. C'était Spider-Man. 2 Bah points. Bah oui, non, mais Spider-Man, tout simplement. là, franchement, Et du coup, Spider-Man. c'est une égalité complète. 4 points par Alors, si je peux me permettre, hein, Oui. j'ai un peu aidé, hein, parce que c'était Le laborieux. Movember. Mais parce qu'il a pas de barre, Voilà. c'est pour ça aussi. Il Non, comprend pas ce que c'est. moi, je rappelle juste la Pokéball pour deviner Pokémon alors. Oh, Mais c'est pas pareil. c'est terrible. Excuse-moi, mais novembre pour dire Movember. Hein. Il n'était pas en mot Je peux me interdit. permettre. Je le dis, il n'était pas en Oui, mot et ben ça, c'est le game designer. Appelez-moi la direction. Elle est juste à côté, elle me dit qu'il n'est pas comptabilisé non plus. Hein. Mais il n'était pas en mot interdit, c'est tout, c'est pas grave. Bon, conclusion, Bon. on est nuls. Hein. Bon, on est Merci. extrêmement nuls et on a égalité en plus en tant que nul. Donc ce qui est pas mal. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait Bah, malheureusement, on se départagera une autre fois, je pense. Bon, bah voilà. Parce que il est Ou déjà plus alors que on l'heure. a tous gagné. Voilà. On a tous. Ou alors un pile ou face, Non, mais j'ai même pas de pièce pour faire pile ou face. Ça c'est pour les losers, ceux qui sont nuls dans les classements. Oui, on a tous gagné. Non, il y a un gagnant, c'est tout. Oh là là, mais c'est quoi cette mentalité là? C'est tellement 2020 ça comme mentalité. En 2021, on est tous à fumer la moquette. C'est Ouais, on est tous solidaires. Ouais, s'il te plaît, ouais. c'est terrible. En tout cas, merci vraiment Célia d'avoir accepté cette invitation. Merci Rémi, merci Louis, merci à tous de nous avoir suivis pour cette 4e after produit. Du coup, pour vous prévenir, parce que forcément il y a un after produit par mois, donc le mois prochain, on a la chance aussi d'accueillir Tony Agnières, qui est du coup CPO chez Back Market, qui va intervenir donc en tant qu'invité. Merci vraiment, en tout cas Célia, merci pour tout ce que tu apportes aussi en termes d'UX, en termes de conférences, de représenter aussi la France à l'étranger, parce que c'est aussi important, oui vraiment, parce que on est peu, on a peu de personnes déjà de femmes qui représentent la France dans... Oui, non, Moi, mais j'ai vraiment... le méga combo là. Ouais, t'as le méga combo sortie universitaire française, c'est compliqué. Franchement, vraiment chapeau à toi pour être en arrivée là. D'où l'importance de parler d'inclusion. Hein, Oui. c'est important. C'est très important. Merci le chat, merci vraiment à tous de nous avoir suivis. On a plein de monde qui te remercie. Merci à tous. Du coup, vous pouvez vous inscrire sur l'événement Meetup qui est dans le chat pour le mois prochain. Donc n'hésitez surtout pas. On se retrouve donc forcément le 3 février à 19h30. Merci encore. Passez une excellente soirée. Merci à tous. Ciao tout le monde. Salut tout le monde. Merci. Merci à tous.